Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la conférence en deux. On va parler des enjeux macro avec Marc-Antoine Elmazega, que vous pouvez applaudir. Marc-Antoine est le directeur du Centre Énergie à l'Institut Français des Relations Internationales, l'IFRI qu'on ne présente plus et qui fête cette année, l'année prochaine, ses 40 ans. Merci. Absolument. Ensuite, nous aurons... Merci pour les applaudissements, très bien. Vous avez compris le message, c'est super. Ensuite, on aura une intervention de Monsieur Pierre Fontaine, que vous pouvez aussi applaudir. Pierre Fontaine est administrateur général et conseiller du conseiller du directeur général de l'énergie et du climat au ministère de la Transition énergétique et solidaire. Après leurs deux interventions, on prendra quelques questions dans la salle, puisque ce sont des interventions qui vont être assez macro. Et puis ensuite, après vos quelques questions, on va passer à Monsieur Hervé Dejean de la Batique, vous pouvez applaudir, qui est donc secrétaire permanent pour le Pacifique Sud, donc c'est-à-dire ambassadeur en fait, mais rattaché et au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et au ministère des Outre-mer, et par ailleurs représentant de la France, notamment à la communauté du Pacifique. Donc du coup, vous aurez après son intervention une dernière intervention vidéo de la part du PDG de Enercal, comme on l'a dit, l'EDF néo-calédonien, et puis ensuite on finira avec une dernière salve de questions. Sans plus attendre, je donne la parole tout de suite à Marc-Antoine Elmazega, le micro est devant vous, je vais voir s'il est bien allumé. Et voilà, il faut bien rapprocher de sa bouche, parce que je sais qu'on a eu quelques problèmes la dernière fois, il faut vraiment presque, je l'avais dit, un galocher de micro, je peux le redire, hein, n'hésitez pas. Et juste peut-être un point pour débuter tout de suite, c'est une très bonne soirée pour parler des questions des énergies et de l'environnement outre-mer pour deux raisons. La première, vous l'avez certainement vu, parce qu'on est quelques jours à peine après la COP24, premièrement, et deuxièmement, parce que aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir qu'il y a un nouveau crack pétrolier avec une chute des prix du baril, que ce soit le baril de Brent ou que ce soit le baril WTI, c'est-à-dire aux États-Unis, qui ont donc perdu plus de 40% de leur valeur en moins de 2 mois. Donc, ce soir, on va surtout peut-être parler de ces enjeux-là. Marc-Antoine, je vous laisse la parole pour 12 à 15 minutes. Parfait. Merci Mika, bonsoir à toutes et à tous. Merci de cette initiative et de cette invitation. Effectivement, je vais évoquer les enjeux pétroliers, mais dans un premier temps, je souhaiterais quand même marquer le coup. La COP24 s'est terminée à Katowice et je crois qu'elle se termine sur un bilan contrasté, si ce n'est évidemment très décevant et surtout très préoccupant. Nous sommes dans un monde qui s'est finalement réveillé face au changement climatique. C'était la COP21, l'accord de Paris, qui probablement est arrivé 10 années trop tard. Mais il a eu le mérite d'exister, c'était une étape absolument extraordinaire dans la gouvernance du climat, dans la gouvernance mondiale du climat. Et les engagements pris par les États signataires lors de la COP21 nous place désormais dans une trajectoire d'à peu près plus 3,2, plus 3,4 degrés à l'horizon 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est pas l'IFRI qui le dit, ce sont des experts mandatés par l'ONU et donc c'est la probabilité que cela se produise est effectivement très forte. Je crois qu'on peut leur faire confiance. Il y a, au-delà de ce constat, je vous rappelle que l'accord de Paris envisage de réduire, ou a l'ambition de réduire le réchauffement à 2 degrés, voire idéalement 1,5 degrés. Donc vous comprendrez bien qu'on est très loin du compte. Alors c'est évidemment mieux que s'il n'y avait pas eu l'accord de Paris, parce que s'il n'y avait pas eu l'accord de Paris, on était dans une trajectoire d'à peu près plus 5 degrés, voire au-delà. Donc c'est déjà mieux. Mais si vous voulez, maintenant l'enjeu, et c'est prévu dans l'accord, c'est de rehausser les engagements et surtout de mobiliser des fonds et de l'énergie et des mesures et des politiques pour les mesures d'adaptation au changement climatique. Et le constat après cette COP24, c'est que finalement la gouvernance du climat est très fortement affaiblie par évidemment le retrait des États-Unis, par les stratégies d'obstruction que l'on a vues de la Russie, de l'Arabie Saoudite, d'un certain nombre d'autres pays, mais évidemment aussi des États-Unis qui sont retirés de l'accord, mais qui font encore formellement partie de cet accord jusqu'en 2020. Et donc cela, évidemment, est source de vives préoccupations, mais il ne faut pas jeter, je crois, la pierre à ces États uniquement. Il faut aussi mentionner le fait que l'Union européenne est elle-même
un acteur qui a été finalement relativement peu audible, ou du moins qui n'a plus l'effet d'entraînement qu'elle avait jadis. Et il faut là, je crois, regarder du côté de l'Allemagne, mais aussi d'une certaine façon de la France. L'Allemagne a vu ses émissions de CO2 augmenter, notamment tirées par le secteur du transport. Le charbon représente encore 36 ou 37% de sa production d'électricité. C'est évidemment une source très importante d'émissions de CO2. Et la Kohle-Kommission en Allemagne, qui a été instaurée suite à l'accord de coalition pour réfléchir à une stratégie de sortie du charbon, et bien cette Kohle-Kommission prend du retard dans sa prise de décision, et les Allemands finalement n'ont pas le courage politique de prendre les décisions qui s'imposent, malgré un excédent budgétaire de 47-48 milliards d'euros lors des 6 premiers mois de l'année. Le gouvernement allemand préfère finalement envisager des transferts sociaux plutôt qu'une stratégie de sortie du charbon qui serait financée, qui serait compensée par l'État fédéral. Et c'est évidemment un problème majeur, puisque cela affaiblit la position de l'Union européenne. Je rappelle que les émissions de CO2 de l'UE étaient en augmentation très légère l'année dernière. Alors depuis 1990, il y a une baisse, encore que cette baisse peut être discutée, parce que si l'on inclut l'ensemble de nos importations, probablement que le bilan est beaucoup moins bon que ce que l'on affiche. Donc ça c'est un premier point, et l'autre aspect très important, c'est qu'il faut se rappeler que l'accord de Paris sur le climat avait été rendu possible par un accord préalable entre les deux plus grands pollueurs de la planète, que sont la Chine et les États-Unis. Et aujourd'hui, la Chine demeure très impliquée dans les négociations. Elle fait partie des piliers finalement de cette gouvernance du climat, à la différence des États-Unis qui s'en sont clairement retirés. Mais la Chine a une stratégie très efficace de dépollution de ses villes qu'il faut saluer. C'est un défi immense. Mais la Chine, à l'étranger, a encore une stratégie qui est au diapason finalement des nécessités qui s'imposent, c'est-à-dire d'arrêter le charbon, de financer des sources d'énergie alternatives, de financer des mesures d'adaptation, et sa Belt and Road Initiative n'est pas du tout climate friendly. On le voit même en Europe du Sud-Est, dans les Balkans, des constructions de centrales à charbon qui sont réalisées et parfois financées par des entreprises chinoises. Donc ça c'est, je dirais, malheureusement ce bilan-là. Et puis il faut aussi regarder du côté de l'Inde, de la Turquie, etc., qui eux aussi ont encore énormément de projets charbon. Alors, cela étant dit, je crois qu'il faut donc évidemment souhaiter que la mobilisation se poursuive. Il faut le rappeler à chaque fois. Il faut souhaiter que, évidemment, à l'issue du dialogue de Talahuna, les États signataires s'engagent à faire davantage d'efforts, parce que le dernier rapport du GIEC d'octobre 2018 nous rappelle qu'un monde de plus de 2 degrés est un monde qui est beaucoup plus chaotique, qui est beaucoup plus instable, qui est beaucoup plus dangereux qu'un monde de plus 1,5 degré qui lui-même est déjà qui subit des secousses de ce changement climatique. Donc voilà mon propos introductif. Ensuite, je souhaiterais porter votre attention sur un enjeu absolument structurant de temps court et de temps long de la géopolitique mondiale de l'énergie. C'est la rivalité entre les États-Unis et la Chine, qui a déjà des répercussions immédiates sur les marchés de l'énergie, puisque cette guerre commerciale a poussé la Chine à finalement imposer des tarifs sur les importations de GNL américaines. Et cela, évidemment, la Chine étant devenue le premier, ou est en passe de devenir le premier importateur de GNL au monde, elle est au 2e rang actuellement, cela va évidemment avoir un impact majeur sur les marchés de gaz. Cette tension commerciale a déjà provoqué un certain ralentissement de l'économie mondiale, d'abord de l'économie chinoise, et tu évoquais tout à l'heure la baisse, je ne peux pas encore parler de crash vraiment, mais en tout cas la baisse des prix du pétrole, et évidemment c'est lié au ralentissement économique et donc au ralentissement de l'accroissement de la demande de pétrole.
il y a des facteurs d'offre aussi qui l'expliquent, le boom de la production nord-américaine qui a surpris tous les analystes, et puis évidemment les sanctions pour l'Iran, mais ça je vais y revenir. Donc cette tension-là, cette rivalité entre les États-Unis et la Chine va être structurante. La Chine est le premier importateur de pétrole au monde. Je l'évoquais tout à l'heure, elle est en passe de devenir le premier importateur de gaz naturel liquéfié. Son marché gazier, l'expansion de son marché gazier est telle que d'ici 10 à 15 ans, son marché gazier aura atteint la taille de celui de l'Union européenne. Donc il y a là des transformations absolument fondamentales qui s'opèrent. Et cette rivalité, évidemment, ne concerne pas que le segment des hydrocarbures, elle concerne aussi toutes les technologies de la transition énergétique bas carbone. Je pense à la mobilité propre, je pense à la chaîne de valeur de la mobilité propre, à commencer par les métaux critiques, où l'on voit d'abord la Chine est détentrice de la plupart des réserves de ces métaux, et si elle n'en est pas détentrice, eh bien, elle investit à l'étranger, notamment en République démocratique du Congo, en Amérique latine, pour prendre le contrôle d'un certain nombre de mines, d'usines d'enrichissement de ces métaux. Et évidemment, elle est aussi un leader de la production de batteries lithium-ion qui sont absolument pour l'instant fondamentales pour le développement de la mobilité électrique. Donc les États-Unis, eux, ne sont pas en reste, puisque évidemment, ils ont des entreprises qui ne sont pas étatiques mais qui investissent aussi dans le segment minier, les entreprises canadiennes, etc., en Australie. Mais surtout, il y a un certain nombre d'acteurs, les fameux GAFA, qui se mobilisent aussi pour investir dans la mobilité autonome, dans la production d'électricité bas carbone, dans toutes les technologies finalement de contrôle et de l'offre et de la demande. Parce qu'aujourd'hui, dans les systèmes énergétiques, les enjeux fondamentaux sont la flexibilité de la production et de la consommation d'électricité. Ça, c'est absolument fondamental. Et c'est ça l'enjeu de cette digitalisation, de cette numérisation des systèmes énergétiques qui est en train de s'opérer. Et enfin, c'est évidemment derrière cela l'intégration sans arrêt croissante des énergies renouvelables intermittentes dans les bouquets électriques. Alors, j'ai évoqué cette rivalité énergétique. L'Europe n'est pas évidemment à l'écart de cette rivalité. C'est un acteur aussi qui investit beaucoup dans la R&D, qui a aussi quelques entreprises majeures dans ce domaine-là. Évidemment, il faut bien comprendre que les moyens qui sont mobilisés en Chine sont sans commune mesure avec ceux que l'on peut mobiliser ici, et que cette puissance économique chinoise s'appuie largement sur des entreprises étatiques. Or, dans l'Union européenne, au cours des 10 à 15 dernières années, évidemment, on a cherché à libéraliser les marchés, et donc les entreprises ont été progressivement transformées, restructurées, séparées patrimonialement, et certains diront affaiblies. Et se pose là une question fondamentale, évidemment, c'est celle du marché face à ces entreprises étatiques. Alors, je souhaite aussi, évidemment, cette transition énergétique bas carbone va avoir des impacts majeurs sur les pays producteurs, sur les États rentiers qui dépendent, dont leur budget, dont les économies dépendent de la production et de la consommation aussi d'ailleurs de pétrole et de gaz. Alors, et puis évidemment d'exportation. Et là, il y a, je dirais, 4 grands enjeux. C'est celui d'abord des subventions aux énergies fossiles. Ces subventions sont encore de l'ordre d'à peu près 350 milliards de dollars. Elles sont en hausse parce que les prix du gaz et du pétrole sont repartis à la hausse. Et bien que l'on ait observé une certaine réduction de ces subventions en Égypte, en Arabie Saoudite, etc., elles demeurent extrêmement élevées, extrêmement présentes dans énormément de pays, notamment producteurs. Et évidemment, ces subventions bloquent les investissements dans l'efficacité énergétique, elles bloquent la réduction des émissions, elles réduisent le potentiel d'exportation de ces pays et elles bloquent finalement la diversification économique et la stabilité de ces pays. On a vu pendant la baisse des prix en 2015-2016, un certain nombre de pays producteurs connaître une période de récession plus ou moins longue. Et évidemment, il y a la Russie, il y a l'Iran pour des raisons un peu plus larges, il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Azerbaïdjan, il y a l'Angola, il y a le chaos au Venezuela. Donc, vous voyez, on peut les citer à l'appel. Et je dirais, parmi les pays qui ont très peu avancé dans leur diversification,
il y a la Russie, l'Algérie, le Nigeria, l'Angola, ceux qui ont un petit peu plus fait d'efforts, l'Arabie Saoudite, le Venezuela, pardon, pas le Venezuela, le Kazakhstan, et ceux qui, eux, semblent tenter de développer un modèle alternatif, on peut par exemple mentionner les Émirats arabes. Alors, tu évoquais le pétrole et je vais, ça va être mon avant-dernier propos. Évidemment, les marchés pétroliers ont été bouleversés par cet accord OPEP+, qui est intervenu en novembre 2016, qui est un véritable bouleversement de ces marchés, parce que pour la première fois, l'OPEP finalement s'est allié à la Russie, qui est l'autre grand pôle de production, j'allais dire, mais évidemment, les États-Unis n'en font pas partie, mais la Russie, qui est le deuxième producteur au monde, derrière les États-Unis, devant l'Arabie Saoudite, eh bien, cette alliance contre nature, parce que si l'on se remémore l'histoire dans les années 80, c'est le fait que les Saoudiens ont ouvert les vannes qui a provoqué la baisse des prix du pétrole et qui a plongé l'Union soviétique dans la crise que l'on a connue et qui a abouti à son effondrement, pleine guerre des résistants, etc. Donc, cette alliance était inédite et elle a fonctionné puisqu'elle a fait remonter les prix en 2016-2017 et là, eh bien, elle patine parce qu'il y a en fait deux facteurs qui jouent. Le premier, c'est que la production nord-américaine d'huile non conventionnelle eh bien, dépasse, j'allais dire, tous les pronostics. Alors il y a des goulots d'étranglement dans le système, etc., mais elle a parfaitement bien su s'adapter à la période de prix bas et la hausse se poursuit. Et aussi parce que finalement, on a vu un certain nombre d'autres producteurs, type Libye, type Nigeria, j'allais dire sortir la tête de l'eau, mais enfin se ressaisir. Et aujourd'hui, avec un ralentissement de l'accroissement de la demande, eh bien effectivement les prix ont baissé d'à peu près 30 à 40% depuis la hausse là, que l'on avait observée récemment. Alors, un dernier point, une minute si tu es d'accord, sur les enjeux vraiment de court terme, les enjeux géopolitiques de très court terme qui nous préoccupent pour un horizon de 18 mois. Le premier, c'est celui de la mise en œuvre des sanctions américaines contre l'Iran. Alors ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire puisque le retrait américain du JCPOA était encore un élément de plus dans cette mise à mal du multilatéralisme par l'administration Trump. Mais évidemment, l'administration nous avait prévenu, la mise en œuvre des sanctions début novembre va être absolument ferme, inconditionnelle, et tout le poids de l'administration sera mis en œuvre pour que les exportations iraniennes de brut se réduisent très fortement et renforcer la pression contre l'Iran. Eh bien, à la surprise générale, cette administration a accordé des exemptions à la plupart des grands acheteurs de brut iraniens, ce qui finalement contribue aussi aujourd'hui à ce relâchement des marchés pétroliers, en tout cas des prix. Et donc ces exemptions courent pour 6 mois. Alors évidemment, derrière il y avait l'affaire Khashoggi, il y avait tout un tas de cataclysmes là, d'incertitudes, mais c'est un facteur important parce que si, inversement, dans 6 mois, les sanctions sont mises en œuvre de façon extrêmement ferme, évidemment, se pose la question de savoir si l'Arabie Saoudite va vouloir compenser cette perte de production pour le marché mondial, et puis si cela ne va pas nourrir les tensions régionales, et on pense au détroit, normalement, évidemment, on a tout de suite Hormuz en tête, mais il y a aussi Bab el-Mandeb qui joue un rôle très important. Enfin, dernier point, et je m'arrête là, c'est la problématique des approvisionnements gaziers russes vers l'Union européenne, avec ces nouveaux pipelines de contournement de l'Ukraine qui sont en voie de construction. Au nord, le Nord Stream 2, au sud, le Turk Stream. Alors on entend souvent parler du Nord Stream 2, évidemment, mais en fait, le Turk Stream est beaucoup plus avancé. Et derrière, au 1er janvier 2020, les approvisionnements gaziers par l'Ukraine, les contrats de transit et d'approvisionnement de l'Ukraine s'arrêtent. Et c'est évidemment la question est la suivante, c'est comment organiser au mieux cette transition vers ces tubes alternatifs sans qu'il y ait de crise, sachant qu'une crise d'approvisionnement de l'Union européenne, évidemment, ferait bondir les prix et remettrait la question de la sécurité des approvisionnements gaziers au centre du jeu, et finalement interrogerait à nouveau sur le rôle du gaz naturel dans cette transition énergétique bas carbone. À terme, en 2050, si l'on décarbone les bouquets énergétiques de l'Union européenne et les économies de l'Union européenne, le gaz naturel va s'effacer, c'est inévitable, puisqu'on fera un tout petit peu de carbon capture, peut-être en Norvège, en offshore, etc., mais on ne peut pas le maintenir, et il doit être remplacé à terme partiellement par le biométhane, par l'hydrogène,
Mais la question est de savoir quelle sera finalement la périodicité, l'étalement, l'échelonnement de cette transition, et elle pourrait tout à fait intervenir finalement beaucoup plus tôt que prévu si une telle crise survient. Enfin, voilà, je m'arrête là. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Marc-Antoine. Franchement, c'est un exploit. En 18 minutes, vous avez eu un aperçu à la fois actuel, historiographique et prospectif des enjeux énergétiques au sens global. Donc franchement, félicitations, vous pouvez le repentir une deuxième fois. Franchement, c'est pas facile. C'est pas facile. On va passer la parole à Pierre Fontaine. Pierre Fontaine, la transition est toute faite, puisque finalement, on vient de parler de la question des nouveaux types de réseaux, des nouveaux types d'énergie. Attention, il peut parler pendant 2h30 du réseau à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc c'est quelqu'un qui peut parler très longtemps, qui est très passionné, mais qui peut aussi faire preuve de grande synthèse. En 15 minutes, vous parlez de la transition énergétique en France et dans les Outre-mer. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Donc je vais essayer d'être le plus pédagogique possible parce que je ne suis pas sûr que vous soyez tous au fait des acronymes et des différentes significations des symboles en termes d'énergie. Alors tout d'abord, je vais vous rappeler le cadre juridique dans lequel on est dans les Outre-mer, puisqu'on a la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui a été votée en 2015 et qui prévoit pour les Outre-mer un objectif d'autonomie énergétique avec une étape de 50% de renouvelables à horizon 2020. Pour cela, on a un instrument qui va nous permettre de programmer un certain nombre d'orientations, ça s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et cette programmation en fait pluriannuelle de l'énergie, on la retrouve aussi au niveau national, c'est l'objet actuellement d'un certain nombre d'annonces, de débats, etc. Et elle fait l'objet d'une méthode spécifique dans les Outre-mer puisqu'elle est réalisée en co-élaboration avec les exécutifs régionaux. Alors pourquoi une telle approche ? Tout simplement parce que quand on regarde la situation dans les Outre-mer, aujourd'hui l'énergie, c'est un tiers qui est consacré à l'électricité et 2 tiers au transport. Deuxième point caractéristique dans ces territoires, c'est qu'on a un coût de production d'électricité qui est bien supérieur à celui qu'on peut connaître en métropole, voire en Europe. Et pour donner un exemple, dans la plupart de nos départements d'outre-mer, on est entre 200 et 350 euros du mégawattheure, voire dans certains plus petits, on peut monter à 500, voire aller au-delà dans des territoires totalement isolés. Et donc, ça c'est un point essentiel. Et le troisième point, qui est un élément fondamental de la politique énergétique électrique dans ces territoires, c'est l'application de la péréquation tarifaire. C'est-à-dire que, alors que le coût, tout à l'heure je vous ai indiqué un coût de production aux alentours de 200 à 300, le consommateur, quel que soit l'endroit où il habite en France, paye 150 avec le réseau, enfin 150, 160 euros du mégawattheure, avec le réseau et les frais de distribution, le tarif complet. C'est-à-dire que tout à l'heure c'était juste le prix de production, là c'est le tarif complet. Donc ça a un coût, il faut l'avoir en tête, c'est 1,7 milliard. Ça donne une idée un petit peu du montant de redistribution. Alors toujours sur la méthode, pourquoi des différences entre territoires? Tout simplement parce qu'il y a des ressources. Pourquoi on fait appel en fait aux exécutifs locaux pour définir avec nous la politique de chacun de ces territoires? Tout simplement parce qu'il y a des ressources et des potentiels qui sont différents. Dans certains territoires, on a de la géothermie. On l'exploite depuis un certain nombre d'années. Dans d'autres territoires, on pense qu'il y a un potentiel à pouvoir exploiter. C'est pas simple parce qu'aujourd'hui les normes environnementales sont plus élevées. Ça peut complexifier un certain nombre de projets, mais on a identifié des potentiels. Dans certains territoires, on a de la bagasse. La bagasse, c'est le résidu de la canne à sucre. Bien évidemment, on n'en a pas sur tous les territoires, mais quand elle est là, elle est souvent utilisée aujourd'hui en complément du charbon pour faire de la production électrique. Du photovoltaïque, bien évidemment, et puis de l'hydroélectricité. L'hydroélectricité aujourd'hui, la plupart du potentiel a été exploité, il y a encore quelques ressources disponibles, mais face à l'augmentation de la consommation, on voit bien qu'on a du mal à suivre, mais pour vous donner juste un exemple, dans les années 80, la Réunion était autosuffisante en électricité seulement avec de l'hydroélectricité. Alors deuxième différence entre les territoires, et ça c'est un point très structurant dans les cadres des programmations, c'est qu'on a des dynamiques démographiques et dynamiques économiques qui sont totalement différentes dans nos territoires d'outre-mer. On a des territoires comme Mayotte ou la Guyane, on a une très très forte croissance à la fois démographique et économique. On est sur des hypothèses à peu près sur les années à venir supérieures à 20% sur les 5 à 10 ans à venir. Ensuite on a la Réunion. La Réunion, on est à peu près à 10% de croissance. Le Guadeloupe, Martinique, on est plutôt sur une stagnation. Et puis si je prends le cas Wallis et Futuna, qui est aussi dans le périmètre, là on est plutôt sur une phase de régression, puisqu'en fait on a une population qui décroît depuis plusieurs années. Donc tout ça c'est à intégrer en termes de
perspective, de prospective, pour savoir quel moyen sera le plus adapté. Et puis ensuite, on a encore des différences qui sont cette fois-ci liées au cadre juridique. Certains territoires sont des régions ultra-périphériques ou des PETOM au titre de la réglementation européenne. Du point de vue de la Constitution, ils ne dépendent pas du même article. Là, c'est un petit peu technique, mais enfin, ils dépendent de l'article 73, 74. Et donc, ça veut dire, en gros, très schématiquement, d'un côté, c'est compétence État ou compétence territoire. Même s'il peut y avoir un certain nombre d'excès, enfin, ça dépend des décrets, mais globalement, c'est ça. Ensuite, même si c'est un territoire type de l'article 73, il peut y avoir un certain nombre d'habilitations qui peuvent être données au titre de la loi dans certains domaines. Et puis ensuite, vous avez des opérateurs qui peuvent être différents. On pense toujours à EDF, mais en prenant le cas de Mayotte, c'est électricité de Mayotte. À Wallis et Futuna, c'est eau et électricité de Wallis et Futuna. Donc on a un univers quand même qui est vraiment différent suivant les territoires. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité impliquer donc, les régions dans la définition de ce cadre de programmation. Une première programmation pluriannuelle de l'énergie donc, a été réalisée pour l'ensemble des territoires d'outre-mer. C'est sorti au printemps 2017 pour Réunion, Guadeloupe et Guyane. En septembre 2018 pour Martinique, Wallis et Futuna. Et les révisions qui sont prévues par la loi, la révision de ce cadre qui vient juste de sortir, est déjà réentamée pour un certain nombre de territoires. C'est prévu par la loi, mais c'est aussi pour tenir compte de l'évolution à la fois des technologies, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès, que ce soit en termes de renouvelables, progrès technologiques, progrès en termes de coûts, et puis aussi sur le stockage, où on voit que les choses bougent beaucoup. Alors les enjeux de cette programmation, une fois qu'on a fait un peu cet inventaire, elles sont de trois ordres. Le premier, c'est de travailler sur le premier tiers, c'est la production électrique. Le deuxième, c'est de travailler sur la maîtrise de la demande. Et le troisième, c'est de travailler sur la mobilité, puisque la mobilité, c'est les transports, c'est 2 tiers de l'énergie. Et aujourd'hui, dans les premières PPE qui sont sorties, on a beaucoup travaillé sur le volet électricité, et là, désormais, c'est sur le volet mobilité qu'on va travailler. Alors, pour vous donner des exemples des programmations, je vais juste vous livrer quelques chiffres. Aujourd'hui, si les programmations sur lesquelles on a travaillé se réalisent, on va passer en termes de renouvelables, de pénétration du taux de renouvelable dans les territoires. Alors, je vais vous citer 2 exemples. Par exemple, à Mayotte, on va passer de 5% à 40%. En Martinique, de 6% aujourd'hui, donc très très carboné, 6% seulement produit à partir de renouvelables, à 56%. Ensuite, je vous prends le cas très favorable, c'est le cas de la Guyane, et qui a un avantage concurrentiel avec l'hydroélectricité, qui aujourd'hui est à 64% de renouvelables, et qui va passer à plus de 84% en renouvelables. Voilà. Alors, bien évidemment, on va tenir compte de la baisse des coûts, du développement du stockage, parce que ça, c'est un enjeu majeur. Et puis, dans tous les cas, quelle que soit cette avancée sur le plan de la technologie, que ce soit en termes d'éoliennes, que ce soit en termes de photovoltaïque, l'intérêt aussi d'associer des exécutifs régionaux, c'est d'améliorer l'acceptabilité sociale, qui est un des gros enjeux du développement des renouvelables, quels que soient les territoires. Alors le deuxième grand volet sur lequel on va travailler dans le cadre de la maîtrise de la demande, de la PPE, c'est la maîtrise de la demande. Et alors je vais vous citer, ça peut vous sembler peut-être un petit peu exotique, mais c'est surtout, on attache une grande importance au développement de l'eau chaude solaire pour les territoires qui sont adaptés, c'est-à-dire la plupart des territoires tropicaux. Là, pourquoi? Tout simplement, ça évite un ballon d'eau chaude branché sur l'électricité. Ça fournit le même service. Aujourd'hui, il y a énormément de subventions qui peuvent être versées avec tous les cadres qu'on a mis en place. Et ce ballon d'eau chaude solaire revient très peu cher et est rentabilisé en 4 à 5 ans. Et même certains territoires ont mis en place des dispositifs pour lisser, ce qui fait que les gens payent à peu près une trentaine de % du prix initial, et c'est lissé par mois, et ça correspond à une facture qui paye sur 5 ans. Ensuite, l'eau chaude est gratuite. Donc ça, c'est vraiment des points importants sur lesquels on met l'accent. Et on essaye de travailler là-dessus, notamment sur des territoires, sur la Guyane, sur Mayotte, où aujourd'hui il y a très peu d'eau chaude, tout court. Deuxième grand volet sur lequel on travaille, c'est essayer de faire en sorte que les gens adoptent des comportements vertueux. Alors dans les comportements vertueux, il y a pour nous l'isolation qui est un point essentiel. Trop souvent dans les DOM, il fait chaud. Qu'est-ce qu'on fait? On met une clim le plus souvent de mauvaise qualité. Et là, on perd sur tous les fronts, puisque en fait, vous payez très cher. Vous payez peu cher votre climatiseur, mais vous payez très cher en électricité au fil de l'usage. Et comme c'est pas isolé, vous devez encore faire tourner votre climatiseur encore plus. Donc là, il y a vraiment un travail à mener avec le grand public et aussi avec les bailleurs sociaux.
Alors malgré ces efforts, que ce soit en termes de développement de renouvelables ou le développement de la maîtrise de la demande, il y a des territoires où il est nécessaire de sécuriser l'approvisionnement électrique. Et aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution, enfin on n'a pas trouvé aujourd'hui d'autres solutions pour remplacer des moyens de production qui existent et qui sont obsolètes. Je pense par exemple à des moyens thermiques en Guyane, hein, c'est la centrale de dégrade des Cannes, ou alors la nécessité de construire des nouveaux moyens, et je pense typiquement à Mayotte, où aujourd'hui il y a très peu de moyens de production et on a une population qui croît très rapidement. Et donc là, aujourd'hui, même si on se réinterroge, et on va se réinterroger pour faire en sorte qu'on investisse le moins possible dans des unités fossiles, aujourd'hui, on n'a pas identifié de projets viables permettant de se passer totalement de ces nouveaux projets fossiles. Ensuite, le gros volet de la révision de la PPE, ça va être la mobilité. La mobilité, je vous l'ai déjà dit, c'est 2 tiers d'énergie. Ça, c'est valable quasiment sur tous les territoires. Alors, quand on pense à mobilité, on pense bien évidemment aux véhicules électriques. Mais ce n'est pas le seul point. Parce qu'aujourd'hui, si on utilise. Donc, c'est pas le seul point. Il y a le véhicule électrique, vous avez développement des transports en commun, mobilité douce. Ça, c'est les grands sujets. Quand on parle du développement du véhicule électrique, ce n'est pas simplement d'importer un véhicule dans les territoires d'outre-mer. Ça, c'est simple. Ensuite, c'est ce qu'on met comme électricité, parce que si vous utilisez une électricité qui est carbonée dans votre véhicule électrique, ben, le bilan CO2 est bien pire que si vous avez mis du super ou du gasoil dans votre réservoir. Donc derrière, il faut absolument verdir le mix, et c'est pour ça qu'on travaille énormément à verdir le mix électrique. C'est un préalable, sinon c'est un non-sens. Donc il faut développer des énergies renouvelables. Et puis ensuite, si on se projette un peu dans le futur, et ensuite, il faut éviter un certain nombre de comportements qui peuvent causer des problèmes, notamment les gens qui rouleraient entre guillemets quasiment toute la journée et qui iraient se recharger le soir et qui se brancheraient tous à la même heure et qui feraient un pic de consommation. Et pour répondre à des pics de consommation quand il fait nuit, il n'y a pas de solaire, on est souvent obligé d'utiliser à ce moment-là du fossile. Donc il faudra imaginer des dispositifs de lissage. Alors d'ores et déjà, il y a des expérimentations qui sont tout à fait intéressantes, hein, que ce soit à La Réunion ou en Guadeloupe. On prend des véhicules électriques et il y a une sorte, les gens peuvent se raccorder au fil de la journée aux différents endroits où ils se stationnent. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut progresser. Un gros point qui manque bien évidemment dans les territoires d'outre-mer, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les transports en commun. Aujourd'hui, l'offre est déficiente sur la plupart des territoires d'outre-mer. C'est une vraie question, c'est la poule et l'œuf, mais s'il n'y a pas un service régulier, les gens ne seront pas tentés de le prendre. Ensuite, l'État essaye aussi de développer des véhicules propres dans les flottes, dans les commandes publiques. C'est la loi qui l'impose, mais c'est quand même long à mettre en place. Et puis ensuite, c'est travailler sur des nouvelles formes de mobilité, que ce soit le covoiturage, des mobilités douces, vélo, etc. Enfin, il y a quand même des solutions qui peuvent exister. Donc voilà un peu le panorama que je voulais vous donner sur l'énergie. Donc l'importance pour nous, c'est vraiment le renouvelable et la mobilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fini en plus en avance par rapport au temps imparti. C'est vraiment génial, parce que ça nous laisse donc du coup un petit quart d'heure pour poser des questions à nos 2 intervenants ici. Pierre Fontaine va rester avec nous après, Marc-Antoine devra partir. Mais 15 minutes pour ces questions macro, avant de continuer dans l'entonnoir et de tester des sujets toujours encore plus techniques ou encore plus régionaux à venir après. Alors première question, je vais même 2 questions derrière. N'hésitez pas à vous introduire, expliquer qui vous êtes, est-ce que vous étudiez, si vous êtes étudiant à l'IGALU. Merci. Bonsoir, merci pour votre présence et toutes ces explications. Moi je m'appelle Pierre Clément, je suis en 3e année donc, de bachelor relations internationales à l'IGALU. J'aurais deux questions, on va dire. Les deux s'adressent en fait à M. Marc-Antoine. Je suis désolé, j'ai pas du tout retenu le nom de famille. La première en fait concerne la Chine que vous avez beaucoup évoquée et son impact, son implication positive ou négative. Vous parlez en fait de son implication notamment en Asie du Sud-Est. Moi j'aurais une question par rapport à son implication en Afrique, notamment en termes d'infrastructures, etc. et du peu d'énergie renouvelable, trop peu d'énergie renouvelable employée et mise en place dans les investissements et l'implication chinoise en Afrique. On laisse répondre à cette question. Oui, on va laisser répondre à cette question d'abord. En fait, savoir un petit peu si vous pouviez nous en dire plus justement sur le poids chinois en Afrique qui est de plus en plus important et qui manque cruellement justement de détermination au niveau des énergies renouvelables. Je réponds. Sur l'aspect purement énergie des investissements et des activités chinoises en Afrique, le bilan est assez contrasté. C'est l'un des premiers investisseurs, si ce n'est le premier, dans l'hydroélectricité par exemple.
avec un vrai savoir-faire, avec des moyens conséquents et une capacité de prendre des risques que d'autres n'ont pas ou ne veulent pas développer. Et donc ça, je crois qu'il faut le saluer. C'est très important. Le deuxième élément, c'est que, évidemment, il y a aussi des projets fossiles, notamment charbon. Et donc, ça, évidemment, il faut le regretter parce qu'aujourd'hui, un discours qui consiste à dire nous faisons ce que nous demande de faire un État, c'est-à-dire un État nous passe commande ou une société étatique nous passe commande pour une centrale à charbon, quand on est une économie qui a des technologies, des capacités comme la Chine ou comme d'autres ont, le Japon par exemple, hein, qui fait aussi partie de ceux qui investissent encore dans ce type de technologie, eh bien on peut aussi proposer des alternatives. Et aujourd'hui, lorsque j'évoquais cette urgence climatique, elle est vraiment telle que chaque centrale compte. Tout compte désormais. On peut plus dire ah bon, on est allé 30 gigawatts de plus de charbon, c'est pas grave, on lissera ça, on compensera ça. Non, chaque élément compte. Et aujourd'hui, on peut faire autrement. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, juste dans ce qui concerne les investissements pétro-gaziers, finalement, contrairement à ce que beaucoup pensent ou attendaient, il y a relativement peu d'investissements chinois dans l'amont. Par contre, évidemment, la Chine achète beaucoup de pétrole en Afrique. Oui, c'est un peu dans le même registre, mais concernant les GAFA que vous avez évoqué aussi sur pareil, en fait, leur implication et les innovations qui peuvent être un petit peu en matière d'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas, alors peut-être pas une hypocrisie, mais en tout cas un contraste assez notable dans cette volonté un petit peu d'innover et d'être dans des énergies renouvelables, alors que justement les GAFA sont quand même les premiers, sinon producteurs ou utilisateurs de tout ce qui est serveurs informatiques, etc., qui ont une consommation en termes d'énergie qui est quand même tout sauf propre, très importante en fait. Et du coup, moi j'ai un petit peu de mal avec cet aspect-là, parce qu'évidemment tout effort est louable, mais dans le cas des GAFA et notamment de Google par exemple, ça en est assez compliqué en fait de reconnaître ces efforts-là, alors qu'à côté sur des notions de consommation d'énergie avec les serveurs informatiques qui consomment énormément, on a très peu d'avancées, très peu de suivi derrière. Deux brèves remarques pour vous répondre. La première, c'est que, évidemment, ces serveurs, etc., sont extrêmement énergivores, mais il y a eu là beaucoup de progrès réalisés. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est qu'en fait, la plupart de ces GAFA ont soit déjà réalisé leurs objectifs de verdir à 100% leurs approvisionnements électriques, soit en achetant de l'électricité verte, soit en autoproduisant l'électricité verte. Donc ça, c'est un premier élément. Et si elles ne l'ont pas encore réalisé, elles ont, pour la plupart, je dirais carrément toutes, pris des engagements, plus ou moins en 2025 ou l'horizon 2030, pour en fait verdir tout cela. Donc, et en fait, c'est là où c'est absolument remarquable, c'est que face à cette problématique-là, ces GAFA sont en train de se rendre compte qu'on peut aussi, elles vont développer des technologies, par exemple, si elles-mêmes arrivent à verdir tous leurs serveurs informatiques, ça veut dire qu'elles sont aussi probablement capables de proposer des solutions autonomes à des groupes miniers, par exemple. Et ainsi de suite. Et là se pose une problématique fondamentale, c'est est-ce que on va finalement vers davantage de décentralisation et les GAFA vont-elles pousser à cela ou pas? Et par exemple avec l'autonomie et le véhicule électrique, si vous faites des technologies véhicule to grid, les voitures vont aussi devenir finalement des acteurs du stockage, des acteurs à part entière du système électrique. Donc voilà, elles vont dans cette direction-là, donc je pense que non, au contraire, elles sont très très en avance et la bataille se joue là-dessus avec par exemple l'un de leurs concurrents chinois, Huawei par exemple. Ouais. Pierre Fontaine, est-ce que par exemple Amazon peut être le EDF de demain? Par exemple, en termes de production. En termes de service, par exemple. Dans le droit de lignée de ce que nous disait Marc-Antoine à l'instant, est-ce que Apple, est-ce que Amazon, qui développe, Facebook, qui développe leurs propres solutions, ne pourrait pas devenir des fournisseurs d'électricité? Qui puisse devenir fournisseur d'électricité, ça, il n'y a pas de doute. Ensuite, gestionnaire des réseaux ou gestionnaire d'ensemble, ça c'est peut-être une perspective, je ne sais pas s'ils souhaiteraient s'orienter sur ce jeu-là, sur cet axe-là. Mais sur la production, les fournisseurs, oui, ils peuvent, tout à fait. On a une autre question ici. Bonsoir messieurs, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai quelques questions, notamment la première, où en est exactement le grand projet minier Montagne d'Or dans la forêt primaire en partie de Guyane, face à une contestation générale, globale.
C'est pour la première question. Voilà. Écoutez, là je suis pas le plus expert, parce que les mines, c'est pas tout à fait mon domaine de compétence, je dois bien vous dire. Écoutez, moi j'ai le sentiment qu'il y a eu un débat, il y a eu un débat public qui a eu lieu. Il y a eu des conclusions qui ont été rendues. Et je crois que l'opérateur a pris un certain nombre d'engagements, mais je ne les ai pas du tout en tête, je suis désolé, là, c'est hors spec, je suis désolé. Les contestations au niveau global, notamment une pétition qui a atteint les 110 000 signatures, Stop Montagne d'Or. Mais en fait, c'est un projet minier pour un projet d'or, c'est pas un projet énergétique. Non, c'est un projet d'or, oui, mais voilà, au niveau de l'environnement et de l'écologie, ça a toute son importance, surtout sur la forêt guyanaise, sur son impact du social et de l'écologie. Oui. Une deuxième question, c'est comment se tient l'île de la Réunion après ces dernières semaines, notamment où il y a eu un blocage plutôt généralisé de l'île au niveau social et économique. Comment va la Réunion? Non, je suis désolé, je suis vraiment pas expert pour pouvoir répondre à ces sujets-là. Si vous m'interrogez sur des sujets énergétiques, je peux essayer d'esquisser des réponses, mais là on est sur des sujets qui me dépassent largement. Donc je suis malheureusement pas en mesure d'y répondre au-delà de ce que vous pouvez entendre par la presse ou des déclarations officielles. Une dernière commune. Désolé, mais... Est-ce qu'il y a une politique du gouvernement par rapport à du greenwashing, par exemple, face à des grandes entreprises et quel est l'impact du gouvernement par rapport à des entreprises comme les banques qui investissent encore en grande partie dans les énergies fossiles notamment? Une troisième question qui est peut-être un peu moins piège que les autres, c'est-à-dire que la question c'est surtout de savoir comment on gère des banques qui continuent de soutenir des projets d'énergie fossile alors que apparemment ce n'est pas le sens de l'histoire. Peut-être qu'on peut reformuler la question comme cela. Marc-Antoine? Oui, cet enjeu-là, il est absolument essentiel. Et à l'occasion du One Planet Summit qu'avait organisé et convoqué le président Macron l'année dernière, la plupart des grandes banques, si ce n'est la quasi-totalité des grandes banques européennes, se sont engagées à ne plus financer de projets charbon. Les institutions multilatérales, financières multilatérales se sont aussi engagées à ne plus financer des projets charbon. Ça, c'est pour l'aspect charbon. Évidemment, le financement pour les projets pétroliers et gaziers se poursuit. Et je crois qu'il faut le saluer parce que il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que cette transition va être relativement lente. Il faut souhaiter qu'elle aboutisse, mais elle ne va pas se faire du jour au lendemain. Et la stabilité de nos économies, les besoins de cette transition énergétique vers ces énergies renouvelables, etc., font qu'on aura encore besoin de gaz naturel pendant encore au moins 15, 20, 25 ans à des niveaux très élevés dans l'Union européenne. On va encore avoir besoin de raffineries, etc., parce qu'on ne va pas s'arrêter du jour au lendemain de rouler dans des voitures à combustion. Bonsoir, je m'appelle Francesca, je suis 3e année à l'INRI. Moi, c'était pour savoir, vis-à-vis du projet de la nouvelle route de la soie par la Chine, enfin qui n'implique pas la Chine, mais principalement de la Chine, qu'est-ce qu'elle compte faire par rapport à ce projet en termes d'utilisation du renouvelable ou peut-être de création, en plus du projet de créer des choses renouvelables avec puis du coup, c'est un thème de mobilité aussi pour savoir comment ça va se passer. Enfin, c'était quoi votre avis, s'il vous plaît? Il n'y a pas vraiment d'accent de priorité qui est conféré à l'énergie dans cette route de la soie, même s'il y a un certain nombre de projets énergétiques. Ces projets, pour l'instant, se concentrent pour l'essentiel au Pakistan. Alors si vous incluez le nucléaire dans les énergies renouvelables, non, c'est pas votre cas, mais enfin bon, en tout cas dans les énergies bas carbone, eh bien il y a des projets de construction de réacteurs nucléaires, de centrales nucléaires au Pakistan. Mais c'est assez diffus, j'ai envie de dire, en termes énergétiques. C'est un petit peu, il n'y a pas un volet où l'on aurait attribué, je ne sais pas, par exemple 150 milliards à des projets pour financer des projets renouvelables
dans l'ensemble des pays qui sont ciblés par cette initiative. Je ne suis pas au courant de cela ou de l'existence d'une telle politique. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la Chine produit par contre, alors si vous regardez, elle produit plus de la moitié des panneaux solaires vendus dans le monde, plus de la moitié des éoliennes vendues dans le monde. Donc si vous considérez que finalement un pays africain qui s'équipe en éoliennes achète des technologies chinoises, est-ce que ça fait partie ou pas de la route de la soie? J'ai envie de dire peu importe, ils sont fournisseurs d'équipements évidemment, bien sûr. Et il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que si l'on a obtenu cette baisse incroyable de coûts de déploiement, des ENR tels que le photovoltaïque ou l'éolien, c'est aussi en grande partie grâce aux économies d'échelle dans la production qui ont été réalisées en Chine. Une dernière question ici. Alors, énergie outre-mer. Monsieur Fontaine, je suis Paul Kayser, ingénieur militaire des essences. Et donc ma question concerne la loi de transition énergétique. Comment impacte-t-elle ou prend-elle en compte les stocks stratégiques pétroliers qui, il me semble, étaient déjà un peu limités dans les territoires d'outre-mer et qui peut-être à la fin de la transition n'auront plus de raison d'être, mais entre-temps, quelle va être la taille des stocks? Comment vont-ils être gérés? Alors, la sécurité d'approvisionnement, c'est un élément essentiel, qu'elle soit électrique, comme j'ai cité tout à l'heure, mais il y a aussi le volet hydrocarbures. Dans chacune des programmations pluriannuelles d'énergie, il y a un volet sur les hydrocarbures et qui fait l'inventaire des stocks stratégiques. Aujourd'hui, les stocks stratégiques ont été revus, me semble-t-il, par un décret ou un arrêté de 2017 qui fixe des nouveaux critères. Et donc, moi, ça vient d'être fait. A priori, je pense pas avoir eu de. Enfin, j'ai pas d'informations comme quoi il y a des problèmes aujourd'hui majeurs, si vous voulez, qui nécessitent une révision. Donc, a priori, c'est le dispositif qui va rester pérenne pendant quelques années. C'est quoi, plus précisément, c'est quoi votre question en fait? Voilà, c'est voir, est-ce que le but c'est de les faire décroître dans le temps ou pas? Voilà, ça c'était la première chose. Ou combler les manques, je pense à. Il y a des territoires, oui, enfin ça dépend des territoires, si vous voulez, oui. Le but c'est la sécurité d'approvisionnement sur tous les territoires. Donc derrière on s'adaptera en fonction de l'évolution des consommations. Si demain on se place à très très long terme, enfin on se place à long terme, si vous avez un dispositif 100% renouvelable, vous n'avez plus besoin de stock stratégique. Si vous avez plus de voitures, si vous avez tous les moyens sont en mobilité électrique et que toute votre production électrique est faite par des renouvelables, je ne vois pas l'intérêt de maintenir des stocks stratégiques. Par contre aujourd'hui on n'en est pas là. Donc le volet figure bien dans les PPE, il est documenté, il y a l'historique et il y a les perspectives qui seront en ligne. Donc là-dessus, il n'y a pas de remise à ce stade, il n'y a pas de remise en cause des stocks stratégiques. Alors, juste sans avoir être très sûr des informations, mais pour moi j'avais constaté à Saint-Martin, suite au passage d'Irma, je crois une absence ou des stocks qui n'étaient pas suffisants pour faire face à la situation de Saint-Martin est particulière parce que c'est un territoire qui a compétence dans le domaine de l'énergie. Les stocks n'étaient pas sur la partie, de tête à vérifier, mais les stocks n'étaient pas sur la partie française, mais sur la partie néerlandaise de l'île. Donc, je crois pas, enfin, c'est pas à nous État. Je pense pas que ce soit à nous État de prendre une réglementation sur les stocks stratégiques à Saint-Martin. Et ça pose encore un autre enjeu qui est celui du fait qu'on peut avoir des territoires d'outre-mer qui sont très intégrés avec d'autres pays, là en l'occurrence Saint-Martin et Sainte-Martine, donc qui est une île qui est à la fois française et à la fois néerlandaise, ce qui pose du coup ce sujet. On peut aussi poser le sujet de la transition énergétique des armées, service pétrolier des armées. On peut se demander s'ils sont d'avoir des chars qui vont marcher à l'hydrogène ou à l'électricité d'ici 20 ans, et comment ça va vous impacter. Mais ça, on peut peut-être y revenir dans le deuxième temps. Je propose de libérer Marc-Antoine Mazega. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir une autre fois. Et tout en gardant M. Pierre Fontaine à la tribune, je propose de passer la parole à M. Hervé de Jean-Dabati, qui, je rappelle, est secrétaire permanent pour le Pacifique Sud et représentant permanent de la France auprès de la communauté du Pacifique et du programme régional océanien de l'environnement. Monsieur de Jean-Dabati, vous avez un petit quart d'heure devant vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, à la fois ceux qui sont là dans la salle et ceux qui nous regardent à distance par Internet.
au début, je me suis demandé si ce n'était pas un peu une gageure de faire dans une seule conférence, de parler à la fois, de faire un tour du monde géopolitique du climat et de l'énergie, de parler des Outre-mer en général, et de parler d'une région particulière qui est le Pacifique Sud. Et en fait, en ayant écouté les deux premiers intervenants et admiré la performance de parler d'autant de sujets en si peu de temps, je pense que c'est en fait une bonne idée de faire ce zoom sur le Pacifique Sud avec mon intervention et la vidéo qui va suivre, parce qu'en fait, ça va être, je pense, relativement illustratif et que vous allez retrouver, à propos d'une région particulière, le Pacifique insulaire, vous allez retrouver pas mal des problématiques globales, peut-on dire, enfin propres au monde entier évoquées par Marc-Antoine, ou des problématiques propres à l'ensemble de l'outre-mer évoquées à l'instant par Pierre Fontaine. Alors, je voudrais vous dire trois choses fondamentalement ce soir. La première, c'est rappeler à quel point les questions de climat et de transition énergétique sont cruciales pour les îles du Pacifique. La seconde, c'est de vous dire quand même un mot spécifique de la place de la France, parce que c'est le titre qui m'a été assigné et parce que la question se pose bel et bien. Et enfin, troisièmement, plus spécifiquement sur les questions de transition énergétique, je voudrais vous délivrer un message malgré tout d'optimisme et de confiance, malgré des difficultés bien réelles, certaines d'entre elles ayant déjà été relevées par Pierre Fontaine il y a quelques minutes, en matière de transition énergétique dans les îles éloignées. Alors, les îles du Pacifique sont vraiment à l'avant-garde du combat pour le climat, pour ce qu'on appelle l'atténuation, pour la transition énergétique. Alors, je sais bien que cette affirmation peut évoquer un peu de scepticisme chez certains d'entre vous, parce que je sais bien qu'on dit la même chose, bien souvent, de l'Afrique, on dit la même chose de l'océan Indien, de la Caraïbe, de l'Asie du Sud, de l'Asie du Sud-Est, et non sans argument. Il n'empêche que le Pacifique insulaire, zone immense dans ses dimensions, hein, l'océan Pacifique c'est le tiers de la planète, mais très minuscule dans sa population, quelques dizaines de millions d'habitants à peine, si on inclut que les îles du Pacifique, par opposition à tous les pays qui entourent le Pacifique, sont quand même terriblement affectés, mais aujourd'hui, terriblement affectés c'est l'aspect négatif, mais terriblement engagés aussi, et c'est le point positif, en matière d'action pour le climat et de transition énergétique. Terriblement affectés, il faut aller au-delà de l'image un peu cliché qui est l'image de Tuvalu, les pieds dans l'eau, et de la hausse du niveau des mers qui peut faire disparaître certaines îles, voire certains pays. C'est une réalité qui peut être très, très forte, voire tragique pour certains pays, mais évidemment ça porte sur des montants de population très faibles, quelques milliers de personnes. L'essentiel n'est pas dans là, ce n'est pas dans les quelques îles qui pourraient disparaître, que dans toutes les autres, qui sont déjà terriblement affectées, en particulier par les événements climatiques extrêmes qui les dévastent maintenant de manière répétée. C'est vrai à la fois pour les îles du milieu du Pacifique et pour les pays qui entourent le Pacifique. Je pense par exemple aux Philippines dévastées par le typhon Haiyan en 2013. Mais c'est particulièrement fort pour les îles du Pacifique. Un texte que maintenant on devrait lire dans les écoles et dans les universités, c'est la très belle interview que le Premier ministre de Fidji a donnée il y a quelques jours à la COP 24 à Katowice. Il était évidemment très, très malheureux de voir que la COP avançait aussi difficilement, et il a eu des mots très très forts pour dire à quel point son pays, enfin, qui pourtant n'est pas un atoll, qui n'est pas à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, était maintenant régulièrement dévasté, ruiné, affecté. Et il disait, quand je rentre chez moi, je ne sais plus où me mettre devant les gens qui m'interpellent et qui me demandent qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Donc les pays, les îles du Pacifique sont affectées par les événements climatiques extrêmes, mais elles le sont aussi par plein d'autres choses, et par exemple par le réchauffement, par les conséquences du réchauffement des océans et de l'acidification des océans, ce qui impacte entre autres choses, par exemple les stocks de poissons. Une grande partie des îles du Pacifique vivent de la pêche au thon. Et les scientifiques de la communauté du Pacifique, petit clin d'œil à Olivier qui est dans la salle, décrivent très bien à quel point, par exemple, le réchauffement climatique va entraîner dans les années qui viennent le déplacement très important des stocks de poissons de l'ouest vers l'est du Pacifique. Ça va peut-être faire quelques bonnes affaires pour les gens de l'est du Pacifique, mais pour tous les pays de l'ouest du Pacifique qui en vivent très largement, c'est absolument dramatique. Réchauffement de l'eau, acidification de l'eau, perte de biodiversité, ça a aussi des conséquences en termes littéralement d'alimentation et de sécurité alimentaire, et donc de sécurité tout court pour ces pays qui en sont à ce point dépendants.
Donc on va bien au-delà du cliché des quelques îles qui vont disparaître. Alors, très affectées, elles sont aussi très engagées. Les îles du Pacifique sont en quelque sorte à l'avant-garde d'un groupe, alors je ne sais pas si l'acronyme vous est familier, le groupe qu'on appelle AOSIS. Dans les négociations internationales pour le climat, vous avez en gros un groupe des petites îles. Alors, les petites îles, ça n'est pas que le Pacifique, vous en avez aussi dans l'océan Indien, vous en avez aussi bien sûr sur le continent américain, mais vous en avez un certain nombre, bien sûr, dans le Pacifique insulaire et qui sont particulièrement engagés, particulièrement en pointe sur les questions de climat, de transition énergétique et d'environnement, qui ont joué un rôle considérable pour le succès de la COP21. Et la France, qui était présidente à l'époque de la COP21, je travaillais à l'époque pour Nicolas Hulot, donc j'ai vu tout ça vraiment en direct, a une vraie dette de reconnaissance parce que parmi les pays qui nous ont vraiment aidés à emporter la conviction du monde entier, vous avez notamment des pays comme Tuvalu, vous avez des pays comme les îles Marshall, petits pays peu connus en France, mais qui se sont vraiment investis au-delà de toute mesure. C'est aussi à eux que l'on doit, dans une très large mesure, le fait que la COP21 a retenu comme objectif, non pas plus de degrés d'augmentation des températures d'ici 2100, mais plus 1,5 degré. On peut évidemment débattre aujourd'hui du réalisme de et de la faisabilité de cet objectif, mais c'est véritablement aux pays insulaires, et notamment aux pays du Pacifique qu'on le doit. Ils nous ont dit que à plus de 1,5 degré, ils allaient disparaître ou ne pourraient plus continuer à vivre comme avant. Et dernier point que je voudrais évoquer à cet égard, c'est que les îles du Pacifique sont aujourd'hui très organisées, collectivement. De nombreuses organisations les réunissent entre elles et leur permettent de travailler ensemble et avec cohésion et de produire une véritable doctrine. On parle souvent de Blue Pacific, une véritable doctrine sur le climat, l'environnement, les océans. Ces organisations sont nombreuses, vous en avez une qui est plus politique, qui est le Forum des îles du Pacifique, et vous avez des organisations plus techniques qui font un travail tout à fait remarquable. La Communauté du Pacifique, bien sûr, le programme régional océanien de l'environnement, le PROE, plus connu sans doute sous son sigle anglais de SPREP, d'autre part. Je peux que vous inviter, si vous avez un peu de temps à y consacrer, à regarder un peu tout ce qu'écrivent et tout ce que nous disent dans leurs déclarations ces pays du Pacifique, parce que c'est vraiment très, très convaincant, et en particulier, ils nous apprennent entre autres choses qu'il ne faut pas regarder les dossiers du climat et de l'environnement en silo, le climat, la biodiversité, les océans, mais qu'en réalité tout ça forme un continuum. Pour eux, c'est crucial, c'est une question littéralement de vie ou mort. Alors, deuxième point, pour ne pas être trop long, la France, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, sans tomber ni dans l'autosatisfaction, ni dans un cocorico qui ne serait pas admis, je crois qu'on peut dire que la France est un partenaire important pour les pays, les îles du Pacifique, en général, et particulièrement sur les questions de climat et de transition énergétique. Alors d'abord, vous le savez bien, et nous sommes ici pour parler des Outre-mer, la France, bien sûr, est présente dans le Pacifique à travers les 3 collectivités, et cette présence se traduit par et ça vous en êtes peut-être un tout petit peu moins conscient, par des compétences techniques, scientifiques, économiques tout à fait intéressantes. Vous avez, alors c'est évidemment un peu atténué à Wallis et Futuna, qui est un petit territoire, mais en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, vous avez à la fois tous les grands instituts de recherche français sont là-bas, ont des pôles de recherche, ont des chercheurs qui travaillent entre eux et avec les pays de la région, et apportent des compétences scientifiques tout à fait importantes dans tous les domaines qui vont des énergies renouvelables au climat et à la biodiversité, aux coraux, etc. Et vous avez des compétences économiques qui sont loin d'être négligeables. Vous avez en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie en particulier des sociétés calédoniennes, polynésiennes, qui sont une vraie force de proposition et qui peuvent vraiment rendre de grands services, non seulement dans les collectivités en question, mais également dans les autres îles. Et donc ce sont des atouts très forts. Et si on essaye de lister rapidement les atouts de cet outre-mer français, moi je dirais qu'il y a aussi l'action de l'Agence française de développement. L'Agence française de développement est présente dans la salle, notre collègue s'est mis au fond tout modestement, mais l'AFD c'est très important. C'est très important, c'est le bras armé de la France et de l'État français en matière de
de climat, de transition énergétique, et l'AFD aujourd'hui est en phase de monter ou de remonter en puissance sur cette zone pacifique, et c'est tout à fait bienvenu. Un point aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la France porte, et ses collectivités et ses outre-mer, ces trois collectivités du Pacifique, portent très largement la voix de l'Europe dans le Pacifique. Mis à part le minuscule territoire britannique de Pitcairn, les outre-mer européens sont les outre-mer français, et c'est très important, c'est la voix de l'Europe. Et je dirais enfin que la France et ses collectivités participent activement, je n'insiste pas pour ne pas être trop long, à toutes les conférences, les dialogues avec les pays du Pacifique. La France et ses collectivités sont à des titres divers, membres associés, partenaires du dialogue de toutes les organisations du Pacifique. Et donc, ils jouent un rôle tout à fait important. Et la France a des formats spécifiques de dialogue. Vous avez ce qu'on appelle les sommets France-Océanie. Il y en a eu un en 2015, il y en aura un en 2019. Le président Macron était en Nouvelle-Calédonie pour parler, le 4 mai dernier, pour parler avec les pays du Pacifique. Et de quoi leur a-t-il parlé? Eh bien, pour l'essentiel, de climat, d'environnement et de biodiversité, dans les pas du président Hollande qui avait fait la même chose en 2014. Aujourd'hui, quand la France et les pays du Pacifique se retrouvent, de quoi parle-t-il? Il parle d'abord de climat, d'abord de transition énergétique, d'abord de biodiversité. Alors, troisième et dernier point sur la transition énergétique, il y a évidemment des défis très nombreux. Je vais d'autant moins y insister que Pierre Fontaine, tout à l'heure, en a parlé avec beaucoup d'éloquence sur l'ensemble des Outre-mer, et ce qu'il a dit pour l'ensemble des Outre-mer s'applique évidemment aux trois collectivités françaises du Pacifique. Évidemment, l'insularité, les distances particulièrement immenses dans le Pacifique, la petite taille des îles, la pauvreté de beaucoup d'îles si on pense aux pays indépendants du Pacifique insulaire, ces pays ont généralement un niveau de vie très bas, la relative richesse de quelques autres, et notamment des collectivités françaises, le fait que l'une au moins des collectivités françaises, la Nouvelle-Calédonie, vit principalement d'exportation du nickel, tout ça évidemment ne crée pas un contexte spontanément très favorable pour une économie décarbonée. Et donc évidemment on est encore loin du compte, il y a encore beaucoup de chemin à faire, et les défis sont importants. Mais véritablement, et à la fois pour les territoires, pour les collectivités françaises, et bien sûr pour les pays de la région, je voudrais essayer de vous faire partager la conviction très forte que les difficultés, les défis qui sont bien réels ne doivent en aucune manière être une excuse pour l'inaction ou pour le fatalisme. Je crois que c'est Marc-Antoine qui le disait tout à l'heure avant de partir. Aujourd'hui, la situation, on est dans une telle urgence mondiale vis-à-vis du climat qu'on ne peut pas dire parce que je produis 1% ou même 1 pour 1000 des émissions de gaz à effet de serre, c'est pas mon problème et je peux ne rien faire. Non, on n'en est pas là. Dans la situation où on est, véritablement, tout le monde doit s'y mettre. Et c'est vrai que il est vrai aussi, et il faut reconnaître que l'énergie n'est pas encore suffisamment prioritaire dans les programmes d'aide que reçoivent les pays du Pacifique, et y compris, et je rejoins aussi Marc-Antoine, dans les programmes d'aide de la Chine. Néanmoins, il y a de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles en matière de transition énergétique dans le Pacifique. D'abord, les îles du Pacifique s'engagent. Beaucoup d'entre elles, des petits pays insulaires, plusieurs d'entre eux, au moins 4 d'entre eux, ont prévu de passer à bref délai à 100% d'énergie renouvelable. La Nouvelle-Zélande, je le disais ce matin, a prévu d'y passer, je crois, en 2030. Et évidemment, c'est une économie d'une taille qui, sans être énorme, est quand même bien supérieure à celle des petits pays. Il y a malgré tout aujourd'hui une évolution plus positive des politiques d'aide qui favorisent davantage les énergies renouvelables, surtout le solaire, et la formation des capacités. Parce que n'oubliez pas que pour aider les pays à passer aux énergies renouvelables, ce n'est pas tout que de leur fournir des panneaux solaires ou des centrales photovoltaïques, il faut aussi leur fournir le soft qui va avec, et notamment les capacités et la formation qui vont avec. C'est très important, et il y a des évolutions plutôt positives à cet égard. Le coût, bien sûr, des énergies nouvelles qui décroît, il décroît en partie à cause des panneaux solaires chinois, bien sûr, mais pas uniquement, et c'est malgré tout un élément essentiel pour le basculement qu'il faut appeler de ses voeux. La finance climat qui se met en place, vous savez que c'était une des grandes promesses de la COP21, les 100 milliards pour le climat. On a beaucoup critiqué
les lenteurs et les insuffisances. On en a encore beaucoup reparlé à Katowice ces derniers jours. Malgré tout, là aussi, il y a de bonnes nouvelles. J'étais il y a 2 mois au siège du Fonds vert pour le climat, souvent critiqué, à Séoul, près de Séoul, en Corée du Sud. Et le Fonds vert pour le climat consacre aujourd'hui plus de 10% de ses projets, de son activité et de ses moyens à des projets pour les pays du Pacifique insulaire. Si vous tenez compte du fait que ce sont quand même de très petits pays et que le Fonds vert a par ailleurs, il intervient par ailleurs en Afrique, en Asie, etc., et ben, c'est pas mal, c'est même plutôt bien et ce sont de bonnes nouvelles. Et il y a d'autres instruments que la communauté internationale mobilise, par exemple l'Alliance solaire internationale, qui est une création à l'origine de la France et de l'Inde, et qui aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un potentiel considérable pour le solaire dans tous ces pays. Et donc tout ça sont de bonnes nouvelles. Et j'en terminerai, puisqu'il faut conclure, à l'idée que dans une situation d'extrême péril et d'extrême urgence, parce qu'on ne saurait trop le dire, enfin, mais ça a été dit par les 2 autres intervenants, mais c'est parfaitement vrai, les îles du Pacifique et en général les petites îles du monde et nos outre-mer peuvent et doivent jouer un rôle d'avant-garde. Il n'y a aucune fatalité les concernant malgré les difficultés. Elles ont du potentiel, elles ont des capacités, elles ont notamment des capacités humaines qui sont loin d'être les moins importantes. Et donc, à condition de le vouloir et de recevoir l'aide qui convient, elles peuvent y arriver. Et à cet égard, tant pour les collectivités d'outre-mer françaises que pour les pays des îles du Pacifique, certes, il faut les aider. Certes, ils ont raison quand ils disent qu'on ne les aide pas assez, mais il ne serait pas non plus une attitude acceptable aujourd'hui de tout attendre de l'aide. Chacun doit faire sa part du chemin. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce propos engagé. Vous aurez tous et chacun compris la place particulière de la France, du coup, au-delà du Pacifique et de ses agences. Évidemment, merci d'avoir cité l'AFD tout à l'heure, dans ce cadre-là. Alors, on va continuer l'entonnoir avec une dernière intervention qui nous vient de Nouvelle-Calédonie. Évidemment, l'intervention n'est pas en direct parce qu'on est au milieu de la nuit quand même en Nouvelle-Calédonie à cette heure-là. Donc ce qu'on vous propose simplement, c'est une introduction, c'est une vidéo de Jean-Michel Deveza, qui est donc le PDG de Enercal, qui est donc, comme vous l'avez compris, l'EDF calédonien, si vous pouvez faire ce parallèle, et qui va vous parler d'un truc qui s'appelle le Stenoca. Ça vous dit quelque chose, le Stenoca? Ah non, c'est le schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie. Donc il va vous parler de ça en un peu moins de 8 minutes. Il va vous expliquer comment, sur l'échelle de ce territoire qui est finalement assez grand et qui est soumis à de nombreuses pressions politiques, vous avez certainement vu notamment la question de l'indépendance qui a été posée par référendum il y a maintenant 1 mois et demi, vous allez voir comment un territoire qui est soumis à diverses pressions peut développer un projet de transition énergétique durable. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Deveza et je suis le directeur général d'Enercal en Nouvelle-Calédonie. Enercal est la société du territoire qui a en charge la production, le transport et la distribution d'énergie sur la Nouvelle-Calédonie. C'est une société d'économie mixte, donc avec une part prépondérante de la Nouvelle-Calédonie dans le capital de la société, et à ce titre, quelques responsabilités par rapport à ce que l'on appelle ici le schéma de transition énergétique en Nouvelle-Calédonie. Alors, en quoi consiste ce schéma de transition énergétique en Nouvelle-Calédonie? Tout simplement, ce schéma va tourner autour du développement durable, avec sur la partie énergétique, le fait d'atteindre comme objectif 100% d'énergie renouvelable à l'échéance de 2030. Ce qui veut dire que par rapport à aujourd'hui, où la Nouvelle-Calédonie dispose de 15% d'énergie renouvelable dans ce que l'on appelle le mix énergétique, et bien dans une échéance de 15 ans, c'est relativement court, l'objectif est de passer à 100% d'énergie renouvelable. Comment y parvenir? C'est le défi qui est mis sur la table suite à cette décision du Congrès de la Nouvelle-Calédonie d'aller unanimement vers une transition énergétique. Tout d'abord, évidemment, la thématique de la maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire que moins consommer de kilowattheures, mieux consommer, est vraiment le b.a.-ba de toute transition énergétique. Le meilleur kilowattheure, comme on dit souvent ici en Nouvelle-Calédonie, c'est celui que l'on ne consomme pas. Parce que si on ne le consomme pas, on n'a bien sûr pas à le produire. Le deuxième élément important et sur lequel Enercal, en tant que gestionnaire du système électrique, a tout son rôle à jouer, c'est celui du développement des énergies renouvelables. Alors, les énergies renouvelables qui sont, comme je l'ai dit à l'instant, déjà à hauteur de 15% dans le mix énergétique,
et notamment avec un certain nombre d'ouvrages hydroélectriques. Vous savez que la Nouvelle-Calédonie a la chance d'avoir un barrage, un grand barrage, qui s'appelle le barrage de Gaté, quelques ouvrages hydroélectriques un peu plus petits, dispose également de projets en la matière, et grâce d'ailleurs à cette hydroélectricité, Enercal est le premier producteur d'énergie renouvelable sur le territoire. Mais tout ça n'est bien sûr pas suffisant pour atteindre les 100% d'énergie renouvelable en 2030, donc à l'échéance de 15 ans. C'est pour ça que dans ce schéma de transition et dans la programmation des investissements qui est définie par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, un axe important est mis au développement de l'ensemble des ressources renouvelables, parmi lesquelles on pense en priorité à l'énergie solaire, avec le développement de centrales photovoltaïques, alors plutôt sur la côte ouest du territoire, qui a la chance d'être baignée par un ensoleillement assez remarquable, mais également on n'oublie pas l'hydroélectricité sur la côte est, qui dispose de pluviosité importante et de montagnes qui vont capter les nuages et permettre finalement le développement de projets hydroélectriques. Et puis il y a également quelques possibilités avec de l'énergie éolienne, donc avec le vent qui peut être utilisé pour les éoliennes. Alors si on fait un petit zoom sur ce qui est attendu par le gestionnaire du système électrique, c'est vrai qu'on a tout simplement à inventer le futur. C'est un peu ça l'objectif que nous avons à Enercal en ce moment, et c'est là-dessus que travaillent les ingénieurs, les techniciens d'Enercal, aidés par notre actionnaire EDF, et par un certain nombre de centres de recherche et d'études au niveau d'EDF, pour voir finalement comment franchir cet horizon du renouvelable, avec des énergies renouvelables qui sont, comme on dit souvent, intermittentes et fatales, c'est-à-dire que l'énergie solaire est présente dans la journée, elle ne l'est pas la nuit, l'énergie éolienne est aussi intermittente, et donc la vraie question qui nous est posée, c'est comment les réseaux, l'ensemble de la gestion du système, peut-il passer de quelque chose de centralisé et de thermique à quelque chose de décentralisé, avec des énergies renouvelables intermittentes et fatales, et comment tout ça peut s'organiser. Donc comment passer finalement vers un monde décarboné, plus digital, plus décentralisé. Alors un des premiers éléments sur lequel Enercal a investi est ce qu'on appelle un SCADA, c'est-à-dire un système informatique qui va permettre, à travers des éléments d'intelligence artificielle et des techniques d'informatique et de télécommunication, d'intégrer l'ensemble de ces centrales d'énergie renouvelable qui sont réparties sur le réseau. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est de rendre possible finalement l'arrivée et le raccordement de ces énergies renouvelables en menant les études, les calculs qui vont permettre d'intégrer ces énergies dans un système électrotechnique qui a une sorte de caractéristiques et qui doit du jour au lendemain s'adapter par rapport à tous ces éléments. Et on voit émerger dans ce panorama la notion de stockage, de batterie système. Donc tout ça fait partie des études qui sont menées par Enercal pour essayer de récupérer l'énergie dans la journée, de la déplacer à la pointe du soir, pour la lisser dans la journée, parce que cette énergie éolienne, photovoltaïque, elle a un inconvénient majeur, qui est qu'elle est intermittente. Or, la consommation en face, la consommation des uns et des autres n'est pas intermittente, donc on a besoin de disposer d'une énergie qui soit maîtrisée, contrôlée. Donc tout ça fait que des réflexions sont menées pour voir comment installer des systèmes de stockage centralisés qui vont apporter ce qu'on appelle des services au système électrique pour favoriser le développement des énergies renouvelables. Donc développer cette fiabilité à travers un système d'information et de télécommunication dans le dispatching d'Enercal, répondre à l'ensemble des demandes de raccordement qui sont faites par l'ensemble des producteurs, répondre à cette demande de décentraliser sur l'ensemble du territoire, fiabiliser l'ensemble des lignes qui vont fonctionner dans un sens différent, et de la capacité également des postes de transformation à recevoir ces éléments d'énergie renouvelable sur le réseau. Donc les ingrédients pour réussir cette transition énergétique, on les voit bien, c'est éminemment la maîtrise de l'énergie. Ça, c'est un point important pour lequel la Nouvelle-Calédonie a créé une agence calédonienne de l'énergie dédiée à ce propos-là. C'est imaginer les réseaux du futur, des réseaux électriques intelligents qui sont des réseaux du futur, smart grids. C'est intégrer ensuite toutes les nouvelles technologies. Je viens de citer la technologie des batteries,
mais clairement, on voit qu'il y a l'avènement de ce qu'on appelle l'autoconsommation, c'est-à-dire que chacun des consommateurs devient un consommateur, voire un prosumer, un producteur et un consommateur, sur sa maison, sur son entreprise, à l'échelle d'un quartier. Et donc tout ça bouscule les vieux réseaux, entre guillemets, pour les faire basculer dans le nouveau monde, dans le monde du troisième millénaire. Donc voilà comment nous abordons cette décennie avec de l'intelligence, avec de la technique, de la technologie, mais sans oublier, et c'est peut-être le propos de la conclusion, sans oublier que cette transition énergétique passe également par une transition humaine, par une transition des compétences. Au niveau de l'entreprise Enercal, il y a un certain nombre de sites thermiques qui vont être amenés à fermer à cette échéance-là. Et pour autant, il va falloir reconvertir des personnels en termes à la fois quantitatifs et qualitatifs vers ces nouvelles technologies. Donc c'est tout le défi que nous allons relever et que nous allons relever collectivement ici en Nouvelle-Calédonie. Voilà, j'espère que vous allez avoir une très bonne conférence. En tout cas, je serai avec vous par la pensée pour parler énergie, dans les îles, et en particulier dans les îles du Pacifique, qui sont particulièrement assujettis au risque de réchauffement climatique et de montée des océans, puisque effectivement ici, un certain nombre d'îles, d'atolls sont très bas, très proches du niveau de la mer, et clairement la montée du niveau des océans est une préoccupation. Donc la transition énergétique est une transition vers une énergie moins carbonée, qui enverra moins de gaz à effet de serre, et quelque chose qui ne peut être que bon pour la planète, donc bon pour nos îles du Pacifique en particulier. Voilà, merci de votre attention et je vous souhaite une excellente conférence. Merci à Jean-Michel, qu'on peut applaudir. Parce que s'il est avec nous par la pensée, peut-être qu'il entend vos applaudissements dans son sommeil, hein, sait-on jamais. Il fait jour. Ah là, il fait jour à cette heure-là? Il est 5h30 du matin, il fait jour depuis 3 quarts d'heure. Très bien, et bien comme quoi. Il est dans l'avion. En plus, il est dans l'avion. Bon, bah donc du coup, enfin, il est dans l'avion vers chez nous. Donc il fait nuit. Bon, ça va, ouf. Du coup, je vous propose de passer à notre temps de questions. J'imagine qu'il y a des questions un peu plus techniques, peut-être chez certains, des questions un peu plus politiques chez d'autres. Vous avez un micro, messieurs. Je vois que vous l'avez toujours, c'est parfait. Et ben, on va recommencer. Je vous donne la deuxième salle, histoire de commencer avec les mêmes. Et après, je vous vois. Bonsoir, merci encore. J'aurais deux questions en fait à nouveau, qui se veulent peut-être plus globales en fait sur l'ensemble de la conférence. La première en fait concerne vraiment l'intitulé de la conférence et son déroulement en lui-même, puisque de ce que j'ai vu c'était une conférence donc à la fois sur les énergies renouvelables comme on a pu le voir, mais également sur l'environnement de façon plus large en fait dans les Outre-mer. Donc à partir de là, moi j'ai une question qui est qu'on a beaucoup parlé énergie renouvelable, énergie fossile, mais de la même manière que ça a été un petit peu évoqué là dernièrement dans la vidéo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ce qui est sensibilisation, notamment sur tout ce qui est comportement individuel, comportement collectif, au-delà de la simple question énergétique, en fait, sur toutes les autres thématiques environnementales, excusez-moi, sur des comportements qui soient plus responsables, aussi bien d'un point de vue individuel que d'un point de vue des entreprises, d'un point de vue des institutions, du gouvernement. C'est la première question. Voilà. Oui, je vais essayer de compenser. En termes de sensibilisation des acteurs, je pense qu'on a déjà un acteur qui est essentiel dans le dispositif, c'est l'ADEME qui travaille au quotidien pour sensibiliser les acteurs. Et là, elle couvre bien le domaine à la fois de l'environnement et d'énergie, avec des actions grand public et éventuellement avec des financements dans certains cas pour améliorer un certain nombre de choses. C'est l'Agence pour la demande et la maîtrise de l'énergie. Oui, absolument. Excusez-moi, je n'ai pas précisé. Oui. C'est mon rôle de journaliste. Ok. Ensuite, sur tout ce qui est comportement et évolution, on essaie de travailler, si vous voulez, dans le cadre notamment des révisions des PPE, à faire évoluer les comportements. La difficulté, c'est qu'il y a aussi un aspect culturel, notamment dans la mobilité. Il y a des réalités, les gens ne peuvent pas se passer de leur véhicule parce que des fois c'est indispensable pour rejoindre un point A, un point B à tel horaire, dans telles conditions, etc. Il y a quand même des perspectives d'évolution là-dessus. C'est un travail qui est compliqué et aujourd'hui on cherche encore, notamment avec l'ADEME, à faire évoluer les choses, mais c'est pas si évident que ça. Donc oui, on essaye. Voilà. Ensuite, il y a des actions qu'on donne, entre guillemets, que l'État s'impose à lui-même par la loi, par exemple, faire en sorte d'avoir des véhicules propres, etc., qui est aussi un message pour un certain nombre d'acteurs, dont les entreprises. On essaie de faire en sorte que les acteurs qui ont des grandes flottes de véhicules basculent sur de l'électrique, rechargé à des périodes où il n'y a pas d'influence sur le réseau, plutôt avec du renouvelable, parce que ça va créer un effet d'entraînement. Donc voilà. Ensuite, sur les thématiques plus générales de l'environnement,
l'énergie n'est pas totalement décorrélée de l'environnement, et notamment il y a un potentiel qui est aujourd'hui quasiment inexploité dans les DOM, qui est le potentiel d'une valorisation énergétique des déchets. Et qui là ne pose pas de problème entre guillemets technique, mais qui pose des problèmes d'acceptation sociale très forts dans les territoires. Et donc derrière, c'est toujours difficile de décider, d'orienter en disant il faut faire ça. Depuis Paris, c'est très simple. Quand on est sur le territoire, il y a juste une réalité, il faut en tenir compte. Et donc on essaye de faire évoluer les comportements, mais c'est long, c'est de la pédagogie. Et la route est longue, mais écoutez, on l'a bien comme objectif. Juste un mot de complément par rapport à ce que vient de vous dire Pierre Fontaine. Moi, je me place d'un point de vue légèrement différent, puisque je regarde à la fois les collectivités françaises d'outre-mer, donc les îles françaises qui sont dans le Pacifique, mais aussi, bien sûr, les pays indépendants qui sont souvent dans des situations tout à fait différentes, et notamment dans des situations de sous-développement beaucoup plus grands. Alors, on ne peut pas dire que les comportements individuels, les comportements humains sont la clé de tout, parce qu'il y a aussi des facteurs structurels. Quand vous allumez l'électricité, ça ne dépend pas de vous de savoir si l'électricité est produite avec du charbon ou si elle est produite avec des renouvelables. Mais bien entendu, rien ne se fera s'il n'y a pas une sensibilisation des individus et à travers évidemment les médias, les écoles, etc. Alors on a des défis assez différents suivant qu'on est dans des contextes de relatif développement, voire de grand développement. La Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie et bien entendu l'Australie, la Nouvelle-Zélande sont des économies développées, voire très développées. Et suivant que vous êtes dans des PMA, le Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les problèmes sont différents. Et dans les deux cas, malheureusement, tant la richesse que la pauvreté peuvent avoir des effets négatifs en matière de comportement et par conséquent en matière de carbone. Il faut être conscient un peu plus globalement que l'un des grands défis aussi auxquels on est confronté de façon plus globale, c'est, et ça a des incidences multiples, c'est les conséquences d'un phénomène qui par ailleurs est heureux, qui est l'enrichissement considérable et massif de pays comme la Chine ou l'Inde, où des centaines de millions, voire aujourd'hui, on peut aujourd'hui compter en milliards de personnes, sont sortis de la pauvreté et entrent dans une relative affluence. J'ai vécu en Chine avant de m'occuper avant mes fonctions actuelles. C'est un phénomène qui en soi, on ne peut évidemment que s'en réjouir. Rendez-vous compte que, pour rappeler le caractère historique de l'affaire, que si vous regardez la Chine depuis 40 ans, puisqu'on est aujourd'hui au 40e anniversaire du début de la politique de réforme, jamais dans l'histoire de l'humanité un aussi grand nombre de gens n'était passé en aussi peu de temps d'une pauvreté proche de la famine, et parfois littéralement dans la famine, à une relative prospérité. Mais évidemment, ceci a des conséquences absolument redoutables en termes à la fois de consommation énergétique, donc de production de carbone, et en termes de pollution et d'atteinte à la biodiversité, en termes également de modification des comportements alimentaires. Autrefois, on mangeait des céréales, maintenant on mange beaucoup de viande, et ce beaucoup de viande, évidemment, a des comportements, a des incidences très importantes en termes de carbone. Donc, vous avez donc la tâche de sensibilisation des acteurs économiques, enfin des populations et des acteurs économiques que sont les entreprises, est quelque chose d'absolument majeur. Ce n'est évidemment pas simple, mais c'est un chantier primordial. En fait, vous emboîtez directement sur la deuxième question que j'avais, qui concernera aussi, j'imagine, les personnes qui travaillent à l'AFD que vous avez citées. Justement, en fait, sur la notion de développement et plus généralement en fait, de développement durable. Dans certains cercles, certains milieux, on oppose en fait de plus en plus les notions d'écologie de façon globale et de développement durable, à savoir le développement durable qui se veut par essence sur du long terme et l'écologie qui se veut répondre aujourd'hui à un court terme dans l'urgence. Je souhaitais avoir votre avis, j'en discuterai peut-être aussi avec les personnes de l'AFD présentes ce soir, mais comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que vous percevez en fait c'est pas cette opposition, mais en tout cas ce contraste, ce lien entre ces deux notions, puisqu'on est à la fois dans l'urgence, mais en même temps, justement, on se doit de développer certains pays et d'apporter une réponse à des problématiques sociales, politiques, économiques, et comment concilier un petit peu ces deux enjeux, ces deux problématiques. Je ne pense pas véritablement qu'il y ait, que ce soit
véritable dilemme et qu'il y ait véritablement un débat entre les deux. Alors que vous ayez des débats très vifs, et on le voit évidemment aujourd'hui en France au quotidien, regardez l'actualité des derniers jours et des dernières semaines sur l'écologie et les problématiques sociales, c'est bien clair. Et vous l'aurez compris, je suis de ceux qui pensent que ça serait véritablement tragique que, au nom des difficultés sociales par ailleurs bien réelles, de relâcher l'effort pour le climat et la transition énergétique. En revanche, en matière d'aide publique au développement, là par contre, je crois que la direction est assez claire et qu'elle est, suivie de plus en plus par un grand nombre de pays et d'acteurs du développement, qui est véritablement aujourd'hui de mettre tous les programmes de développement à l'aune du développement durable et du bas carbone. Je ne suis pas sûr que le collègue de l'AFD, auquel je pensais tout à l'heure, a dû partir. Je ne sais pas s'il me reste d'autres qui sont présents dans la salle. Si, il y en a au moins, il pourra vous le confirmer en fin de conférence. Aujourd'hui, une agence comme l'AFD a véritablement pour doctrine de rendre, je crois que le mot d'ordre c'est 100% compatible climat ou quelque chose de ce genre-là. Et c'est véritablement aujourd'hui la décision, enfin l'orientation que prennent tous les bailleurs de fonds, à tout le moins les bailleurs de fonds occidentaux au sens large. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est moins net s'agissant d'autres bailleurs, et notamment de ceux des pays émergents, et notamment de l'aide chinoise, pour lesquels c'est moins net, car il est vrai que l'effort très important que la Chine fait pour se décarboner à l'intérieur de ses frontières n'a pas encore véritablement son équivalent dans la projection chinoise vers l'extérieur. Mais je crois qu'en termes d'aide publique au développement, l'aide publique au développement aujourd'hui n'a de sens que si elle est orientée vers le climat et climato-climatique. Mais l'aide publique au développement ne fait pas tout. Par exemple, si on prend les chiffres dans l'espace Caraïbes et Amérique latine, de 2007 à 2017, l'aide au développement américaine était de l'ordre de 5,5 milliards de dollars, alors que les investissements chinois, qui ne sont donc pas de l'aide au développement, étaient d'environ 150 milliards de dollars. Donc du coup, est-ce qu'en termes de magnitude, on peut comparer les deux? Alors, ceci renvoie au vieux débat, mais qui reste actuel sur l'aide et le commerce, enfin sur et la disproportion, comme vous le dites, des flux entre les flux d'aide par nécessité limitée et les flux de commerce et d'investissement incomparablement plus importants. C'est bien pour ça que dans le cadre notamment de la COP21 et tout ce qu'elle a suivi, un aspect particulièrement important est de mobiliser les acteurs économiques, de mobiliser les acteurs financiers, parce que c'est évidemment au moment où l'on fait basculer les uns et les autres vers la transition énergétique et dans leur propre intérêt bien compris, et heureusement beaucoup d'entre eux aujourd'hui l'ont bien compris et bien intégré, c'est à ce moment-là qu'on peut faire un véritable basculement dans la transition énergétique, bien sûr. Olivier Auguin voulait apporter une précision. Je voulais compléter les propos d'Hervé et apporter aussi une réponse quelque part aux deux questions. Il est allumé, voilà. Aux deux questions. On a la chance de travailler en effet sur des petits territoires, vous l'avez bien compris, et c'est vrai que dans le Pacifique, on a mis en place ce qu'on appelle le cadre en faveur d'un développement résilient, et ça permet vraiment d'avoir cette approche intégrée, d'avoir aussi bien un travail sur l'agriculture qu'un travail sur les comportements des personnes, qu'un travail sur les transports, etc. Donc c'est vraiment des approches intégrées, et les programmes qu'on met en œuvre, je pense par exemple au projet Intègre, qui était financé par l'Union européenne, qui vient de s'achever, c'était vraiment une gestion intégrée des zones côtières, on allait de la cime jusqu'au récif. Le projet pareil Protège qu'on met en place, c'est identique, et maintenant tous les projets, parce qu'on peut le faire du fait de la taille des pays, on a un très gros volet RSE, responsabilité sociale et environnementale, où dès le début du projet, on va prendre en considération les impacts sociétaux, environnementaux des projets. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un atout pour le Pacifique par rapport à d'autres grands pays de la zone, c'est qu'on peut avoir ce recul en même temps par rapport à ce qu'on fait sur un secteur, quel impact ça a sur l'autre, et donc avoir des approches beaucoup plus coordonnées. Merci beaucoup Olivier. Est-ce que vous voulez réagir à ce propos? Non. Non du tout. Alors je vais à la prochaine question, monsieur. Oui, bonjour, Maël Jobert, ingénieur. Je voulais juste poser une question un peu plus
pratique, plus particulièrement pour les îles de la Caraïbe. Est-ce que vous avez des projets et des projections de projets qui vont être mis en place bientôt au sein des pays de la Caraïbe et des Outre-mer, même Guyane à la rigueur, en termes d'énergie? Si je passe en revue les différents territoires, sur la Guadeloupe, c'est les principaux projets qu'on a qui vont permettre de verdir le mix électrique, ça va être la conversion des centrales au charbon à la biomasse. Ça c'est en Guadeloupe. En Martinique, il va y avoir... alors il y a un projet comparable qui vient juste d'être mis en service il y a quelques mois. Et en Guyane, on a un gros effort, on essaie de mettre l'effort sur la biomasse. Il y a un certain nombre de ressources aujourd'hui qui ne sont pas exploitées. Alors ça nécessite sans doute des structurations filières, c'est des sujets assez complexes, mais il y a un potentiel là-dessus, sur ces sujets-là, au moins pour l'alimentation du littoral. Sur les communes de l'intérieur, ensuite c'est un peu plus compliqué, on sera sans doute sur des solutions avec un peu plus innovantes pour des réseaux isolés, avec des solutions à base de photovoltaïque avec stockage, en substitution de groupes électrogènes aujourd'hui, qui alimentent les populations d'une manière très limitée dans la journée. Alors peut-être une autre question, en lien avec l'Arctique peut-être? Bonsoir, merci pour cette conférence, monsieur. Je m'appelle Julie Guillon, je suis en 3e année à l'IDRI, et ma question portait sur l'hydroélectricité que vous avez tous deux évoquée. Où en est-on de la technologie des hydroéoliennes, notamment dans le Pacifique? Parce que je n'y connais pas du tout, je ne sais pas du tout où on en est, et je voulais avoir votre avis sur cette technologie. C'est pas vraiment, enfin l'hydroélectricité d'habitude c'est plutôt l'exploitation des cours d'eau. Donc là, les hydroliennes, on est plutôt sur des solutions peut-être qu'on peut expliquer la différence entre hydroélectricité et hydrolienne peut-être? Juste expliquer la différence. Alors, la différence en fait, vous avez, alors en hydroélectricité vous avez deux grandes technologies. En gros vous faites un barrage. C'est ce qu'on voit en fait d'habitude, vous allez à la montagne, vous voyez c'est des barrages, on stocke de l'eau et on turbine l'eau, on fait tourner l'eau dans une turbine et ça produit de l'électricité. Ensuite vous avez l'installation au fil de l'eau, c'est le Rhône par exemple, les grandes installations qu'on a sur le Rhône, c'est des barrages, vous avez quasiment la même hauteur de chaque côté du barrage et ça produit de manière constante. Ensuite les hydroliennes, c'est vous utilisez les courants pour produire de l'électricité, les courants marins pour produire. Alors ensuite vous avez dans certains cas, ça existe aussi des hydroliennes de fleuve, mais c'est très peu répandu à ma connaissance. Ensuite sur le Pacifique, je ne peux pas vous répondre parce qu'en fait l'État, ça n'a pas été dit, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je l'ai omis de le dire, mais pour ce qui concerne la Calédonie et la Polynésie, l'État n'est pas compétent, c'est chacun des territoires qui fixe ses propres objectifs et je n'ai pas connaissance du potentiel sur ces territoires. Voilà. Une hydrolienne, c'est une éolienne dans l'eau, tout simplement. Voilà. C'est ça, c'est une turbine sous l'eau si vous voulez. Si la technologie était répandue en fait dans le Pacifique. Non. C'est La prochaine très peu question. répandu. Et effectivement, c'est un point que j'aurais peut-être dû signaler tout à l'heure dans la présentation. Il faut en être bien conscient des différences. Ça a été dit, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des différences institutionnelles fortes entre les différents outre-mer français. Et l'une des caractéristiques dans le Pacifique, c'est que vous avez deux collectivités, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, qui sont déjà qui disposent de la compétence sur l'essentiel de leurs affaires, c'est-à-dire où les compétences de l'État français sont des compétences résiduelles pour l'essentiel, la défense, l'ordre public, la justice, mais qui pour tout le reste, et notamment pour l'essentiel de l'économie et donc l'essentiel de l'environnement, alors avec une complexité spécifique pour la Nouvelle-Calédonie, car vous avez à la fois la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, ces trois provinces, ce qui introduit un niveau de complexité supplémentaire, mais véritablement, aujourd'hui, l'essentiel des compétences sont exercées par ces collectivités. Ce n'est pas vrai à Wallis-et-Futuna, qui est un peu un archaïsme institutionnel. Là, par contre, à Wallis, c'est l'État qui est compétent en énergie. Alors bonsoir, Quentin Cosme en Bachelor 3 à l'IDRI. Alors j'ai une question concernant justement l'énergie pure et surtout sur l'énergie atomique, parce que moi je suis pro-nucléaire. Est-ce que justement, et je suis bien le seul ici, est-ce que justement le nucléaire ne serait pas justement l'énergie verte du 21e siècle, dans le sens où je parle des réacteurs à cristaux liquides et l'ITER aussi par exemple. Parce
Parce que justement, c'est des grands projets, mais est-ce que ce serait pas quelque chose qui pourrait remplacer ce que moi je considère comme l'idéalisme de tous ces... de tout ce que l'on croit les gens, l'éolien, le solaire, qui justement ne produit rien, en fait. Merci pour ce propos assez fort. C'est dommage que Marc-Antoine soit parti, parce que Marc-Antoine est un spécialiste du nucléaire, donc c'est dommage. Mais Pierre Fontaine peut peut-être répondre, j'imagine. Écoutez, alors votre propos, le solaire ne produit rien, l'éolien ne produit rien, vous me permettrez de ne pas partager votre constat, mais j'entends votre point de vue. Les technologies que vous avez citées à ma connaissance ne sont pas encore arrivées à un stade de maturité opérationnelle qui permettent d'envisager un déploiement rapide et entre guillemets dans les îles. L'objectif, c'est l'autonomie énergétique. Aujourd'hui, il faut aussi avoir en tête que les consommations de ces territoires ne sont pas du tout en ligne avec la puissance des réacteurs, tel qu'on peut l'avoir sur un réacteur en métropole. La plus grosse consommation, la plus grosse puissance, en gros, je pense, on est sur l'île de la Réunion, on doit être sur une puissance installée de 500 ou 600 MW, alors que les réacteurs les plus petits en France sont à 900. Donc derrière, indépendamment de toute la possibilité d'application, etc., je ne pense pas que ce soit c'est pas la piste qu'on poursuit au niveau de la transition énergétique dans les territoires. Aujourd'hui, il y a suffisamment de potentiel. Il y a du potentiel qui est local, qui aujourd'hui est pas exploité ou sous-exploité. Je prends l'exemple de la géothermie. Sur la géothermie, ça permet d'utiliser une ressource en local, elle est infinie, avec un impact environnemental très limité et sur lequel on a énormément de potentiel. Donc voilà, et donc je reviens sur votre propos. Le solaire ne produit rien, c'est pas tout à fait le cas quand même. Regardez à La Réunion les projections qu'on envisage de faire avec les puissances qu'on va installer. Certes, ça ne produit pas tout le temps, mais ensuite, si vous arrivez à stocker, etc., vous arrivez quand même à avoir une énergie qui présente un certain nombre d'avantages, en termes de coût aussi, par rapport à des solutions innovantes nucléaires. Hervé Jean-Lemaitre. Oui, le débat général sur le nucléaire par rapport aux énergies renouvelables est connu, il est posé depuis longtemps, et je crois que le seul conseil que l'on puisse véritablement donner à ceux qui s'intéressent à ces questions, c'est vraiment de regarder l'ensemble. Pour en avoir une appréciation saine, il faut regarder l'ensemble des activités couvertes par le nucléaire, de l'extrême amont à l'extrême aval du cycle, y compris les problématiques de déchets, d'enfouissement, etc. Et l'une des difficultés est là, c'est que du coup, ça implique des sites qui ont des durées de vie se chiffrant en dizaines d'années, et on ne connaît pas encore complètement la fin de l'histoire. Je rejoins Pierre pour dire que si ce débat existe à l'échelle planétaire, si nous l'avons évidemment en France plus que d'autres, puisque nous sommes plus engagés dans le nucléaire que d'autres, je pense que les îles en général, les petites îles et les îles lointaines sont sans doute les endroits où ce débat se pose quelque part le moins. C'est-à-dire c'est des endroits où véritablement le plaidoyer pour les énergies renouvelables est le plus convaincant, et où inversement le nucléaire est le plus difficilement envisageable pour des facteurs purement techniques et économiques. Pierre vient d'en rappeler quelques-uns. Alors je sais qu'il existe ou il a existé des projets du genre de centrale nucléaire sur un bateau, etc. Mais bon, c'est encore... Et puis pour des raisons d'acceptabilité sociale et culturelle, et le Pacifique insulaire est peut-être la région du monde la plus résistante culturellement, pour toutes sortes de raisons, au nucléaire, y compris civil, et la France est bien placée pour le savoir. Alors justement, je voulais venir en aide à monsieur, parce qu'on pourrait se dire que c'est possible, du nucléaire flottant dans les îles. On l'a bien vu en Arctique, avec la première centrale nucléaire flottante qui est rentrée en production cette année au large de Pévec, donc pour une petite communauté de 6000 habitants, pas plus. Est-ce que du nucléaire flottant comme cela, c'est-à-dire par exemple un brise-glace à moteur nucléaire, dont le moteur nucléaire ne servirait pas à propulser le navire pour qu'il se mouve, pour qu'il puisse avancer, mais qu'il puisse produire de l'électricité pour une île, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable, qui est farfelu, qui est de la prospective? Est-ce que c'est bon pour l'Arctique et pas bon pour le reste? Question volontairement provocatrice et volontairement prospective. Écoutez, il y a deux choses en fait dans le domaine de l'énergie. La manière dont on réfléchit, c'est qu'en général on caractérise ce dont on a besoin, et
Ensuite, on essaie de voir comment on y répond. Et donc, techniquement, on a besoin de l'énergie avec une certaine forme, c'est l'énergie de base qu'on va produire tout le temps, ou l'énergie de pointe. Ça, on caractérise, c'est les besoins dont on a besoin. Et puis, il y a la manière dont on y répond. Et la manière dont on y répond, elle est orientée politiquement. On fait des choix. Les Allemands font le choix du charbon. En métropole, il y a quelques dizaines d'années, quelques vingtaines d'années, on a fait le choix du nucléaire. Aujourd'hui, on est clairement sur un choix du renouvelable. Donc c'est là-dessus, je pense qu'il faut baser. D'autant plus, si vous voulez, qu'il y a quand même un intérêt sous-jacent, c'est de la ressource infinie, ou qui se régénère, et qui est susceptible aussi de créer de l'emploi local. Et ça, je pense que c'est un point important en termes d'acceptabilité. Parce que derrière la transition énergétique, on peut dire c'est très lointain, c'est quelque chose qui est décidé à Paris, on ne voit pas ce que c'est, etc. Mais concrètement, quand vous mettez en place une unité de biomasse, c'est des emplois, enfin il y a une partie d'emplois qui sont locaux. C'est des gens qu'on va former, c'est des centres de formation qu'on va mettre en place, y compris pour le photovoltaïque, y compris quand on va faire de l'isolation ou des chauffe-eau solaires. Derrière, c'est des éléments où derrière on va structurer une filière à l'échelle locale ou une échelle régionale. Et donc ça va créer de l'emploi. Et ça, je pense que c'est un point important aussi en termes d'acceptabilité, c'est qu'il y a des conséquences favorables. Voilà, c'est la réponse que je voulais. Voilà, j'ai essayé de sauver monsieur. Monsieur ne sera pas sauvé. Prochaine question. Bonsoir. Bastien Gilles, donc étudiant en M1 à l'IRI. La question était la suivante. Est-il possible justement d'utiliser des centrales marémotrices comme au Portugal dans le Pacifique Sud? En théorie, oui, mais je pense que les sites en pratique qui pourraient s'y prêter véritablement sont vraiment limités. Donc il faudrait en faire un inventaire, mais je pense que ça n'est pas quelque chose qui a un véritable potentiel. Olivier? En fait, ils ont essayé dans le Pacifique, mais en fait, la différence de marée n'est pas suffisamment importante, et la présence des lagons en plupart des îles, et donc en fait, c'est une technique qui marche très très bonne dans le Pacifique. Voilà, donc pas de marée motrice dans le Pacifique, on l'aura compris. Prochaine question. Non, c'était pas une question, c'était en parlant de l'énergie marémotrice, en Bretagne, c'est assez développé. Enfin, je sais que c'est à petite échelle, du coup, s'il y a une île par exemple, je ne sais plus du nom, mais c'est 4000 personnes, c'est auto-alimenté énergétiquement. Il y a un mix énergétique, mais la marémotrice y est très présente. Et c'était juste pour moi, parce que oui, certes, c'est des îles un peu plus grandes, du coup, que la petite île de Bretagne de 4000 habitants, mais est-ce que c'est pas quand même une opportunité qui prendra de l'ampleur dans l'avenir? Mais pour aller plus loin, les îles de Bretagne sont considérées comme des zones non interconnectées, des ZNI, au même titre que certains outre-mer. Est-ce qu'il n'y a pas des recettes qui ont marché en Bretagne qui peuvent marcher dans des outre-mer, par exemple? Potentiellement, oui. Alors en fait, dans les îles bretonnes, vous avez en métropole, on a deux catégories d'îles, les îles non interconnectées et les îles connectées. Et les non interconnectées, vous en avez relativement peu, c'est Ouessant, Molène, Saint, je crois qu'il y a Chausey et les Glénans. Ça, c'est les seuls qui ne soient pas interconnectés au continent. À ma connaissance, la seule usine marémotrice, c'est celle de la Rance, qui est à côté de Bretagne ou Normandie. C'est Bretagne. Bretagne, hein. Bretagne. Voilà, excusez-moi pour les Bretons. Bretagne, bon voilà. Enfin, c'est. Voilà, mon idée c'était la seule. Alors, oui, ensuite on a des îles sur lesquelles on essaie de faire, justement sur ces îles non interconnectées, que ce soit Ouessant, Molène ou Saint, on essaye de faire en sorte d'avoir des îles où on utilise de moins en moins de ressources fossiles. Aujourd'hui, c'est des groupes diesel qui tournent, et on essaye de plus en plus de développer des solutions avec du solaire, voire des éoliennes quand c'est possible. Des hydroliennes, qui a été évoqué tout à l'heure, mais là c'est une hydrolienne, notamment je pense en Bretagne. Donc ça c'est des choses qu'on envisage de faire. Dans ces territoires, il y a déjà eu des périodes de l'année où en plein été, qui est la période de forte affluence sur ces îles, on coupe totalement dans la journée le groupe diesel et on tourne avec le soleil, des panneaux photovoltaïques en direct et un peu de stockage. Et donc, ça préfigure ce qu'on pourrait imaginer demain sur un certain nombre de territoires. Donc oui, les îles bretonnes peuvent être précurseurs de la transition énergétique, mais dans les autres territoires d'outre-mer, il ne faut pas croire qu'ils sont en retard. Bien au contraire, hein. Ils sont même pilotes sur un certain nombre de sujets. Non, mais je voulais juste... voilà. Donc oui, il y a des choses qui se font en Bretagne, c'est à petite échelle, c'est pas totalement généralisable instantanément, parce qu'on est sur... Prenez la Réunion, c'est 800 000 personnes, on ne peut pas faire la même chose du jour au lendemain.
Il y a une activité économique qui est différente parce qu'il faut tenir compte aussi, les îles bretonnes, c'est beaucoup une activité saisonnière, touristique, c'est pas une activité plus économique, tertiaire comme on peut connaître sur certains territoires. Donc ça, on en tient compte et on essaie justement de travailler là-dessus. Voilà, mais ça c'est un point important et vraiment on a des technologies qui ont été pilotes, qui ont été développées dans les Outre-mer. Alors là je parle notamment, il y a un projet qui a été développé en Polynésie et qu'on essaye de reprendre notamment sur l'île de la Réunion, qui sont des projets par exemple de climatisation à partir d'eau de mer, qui sont très économes. Donc on va chercher de l'eau de mer froide en profondeur et ça permet de faire une climatisation qui est très économe en énergie. Je pourrais vous détailler plus précisément, enfin le concept est là. Donc ça c'est des choses qui existent aujourd'hui en Polynésie et donc il y a un vrai savoir-faire. Voilà, et ça c'est vraiment des solutions parce que c'est intéressant, c'est renouvelable à l'infini. Les conséquences environnementales sont relativement faibles. Du point de vue énergétique, on utilise beaucoup moins d'énergie et on ne consomme pas d'énergie fossile pour faire tourner les climatiseurs. Donc c'est vraiment quelque chose d'adapté sous réserve d'avoir une profondeur quand même, une bathymétrie suffisante pour aller capter de l'eau froide. Et on évoquera ce sujet du stack lors de notre prochaine conférence sur l'innovation et l'entrepreneuriat outre-mer le 30 janvier. C'est le temps passant. Hervé de Jean de la Bâtie, puis l'avant-dernière question, monsieur. Donc, dans l'intérêt du temps, je passe. Ok, très bien. L'avant-dernière question. Oui, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos différentes présentations. Cependant, j'ai quelques petites questions. Tout d'abord, pour M. Fontaine, lorsque vous avez parlé des différentes ressources, notamment aux Antilles françaises, vous n'avez pas mentionné l'éolien. Est-ce que vous avez une raison particulière pour ça, sachant que ces îles sont baignées quasiment journellement par les Alizés et qui sont extrêmement réguliers? On va faire question par question. Rapidement. Alors non, il ne faut pas y voir malice du tout, au contraire, en Guadeloupe aujourd'hui, la Guadeloupe est en ligne avec ses développements, son développement prévu dans la PPE en termes de développement d'éolien. Donc là, il n'y a vraiment pas du tout, c'est plutôt un oubli de ma part dans la liste des citations. Il ne faut pas y voir du tout quelques classements entre énergie renouvelable ou pas. Aujourd'hui en Guadeloupe, c'est surtout ce qu'on appelle du repowering, d'anciennes installations qui sont remises aux normes actuelles au bout de, je crois que ça fait une quinzaine d'années qu'elles étaient présentes. On les remet en place avec les technologies d'aujourd'hui et donc ça permet sur un même site d'avoir une puissance installée beaucoup plus importante. Alors il y a des caractéristiques qui sont compliquées aux Antilles, notamment c'est les alizés, et donc vous avez le mouvement de vent qui peut être différent suivant le jour et la nuit. Mais bon, ça c'est ensuite des problèmes plus techniques. Mon autre question concerne la progression du carboné vers le non carboné. Vous avez mentionné l'exemple de la Martinique, actuellement 6% et par la suite un peu plus de 50%. Est-ce que vous pourriez préciser dans ce cas de délai? Alors le délai, ce qui est prévu, si vous voulez, c'est 2023 le délai prévu. C'est 2023, c'est très rapide. Oui, c'est 2023 et on va réviser, on va relancer une révision en Martinique sans doute en début d'année 2019 pour couvrir la période jusqu'en 2028. Parce que l'objectif en fait qui est fixé par la loi, c'est l'autonomie énergétique en 2030. Et donc si vous voulez en rétroplanning, ça va assez vite. Alors il faut savoir en fait que dans la plupart des chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure, en fait on gagne beaucoup de points avec des centrales qui passent à la biomasse. Vous convertissez des centrales existantes ou vous créez des nouvelles centrales avec de la biomasse. Et en gros, ça vous fait gagner 10 à 15 points de renouvelable dans le mix. D'accord. Ça me permet de poser ma dernière question. Parce que vous avez parlé de la biomasse. Et est-ce que vous pourriez expliquer, parce que personnellement je suis un béotien en la matière, par exemple, quels seraient les bénéfices et avantages de la biomasse par rapport à d'autres techniques? Alors aujourd'hui, par exemple, vous prenez une centrale qui fonctionne, ce qu'on appelle une centrale bagasse-charbon. Elles sont installées près des sucreries. 15% de leurs ressources, c'est les cannes dont on a extrait le sucre, qu'on va brûler et qui vont produire de l'électricité. Le résultat aujourd'hui, c'est 85% de charbon. Le choix a été fait de convertir ces centrales, de supprimer ce charbon qu'on brûle et de mettre à la place de la biomasse ou du bois. C'est des petits pellets de bois, c'est des petits morceaux de bois. Donc l'avantage, c'est d'abord un gain environnemental en termes de rejet de CO2, puisque là on est complètement sur une autre dimension. Ensuite, l'idée c'est de structurer un certain nombre de filières en local pour qu'il y ait une valorisation locale, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est de pouvoir valoriser des emplois en local. Vous avez des terrains aujourd'hui qui sont peu exploitables pour d'autres choses, qui ne sont pas vraiment exploitables,
notamment tous les terrains avec le chlordécone, des choses comme ça, sur lesquelles on pourrait imaginer un certain nombre de plantations qu'on pourrait utiliser dans le cadre des centrales. Aujourd'hui, il faut quand même, je me permets de préciser, la biomasse telle qu'on l'imagine aujourd'hui, elle est largement importée. Hein. Il n'y a pas la ressource suffisante aujourd'hui dans les Outre-mer pour pouvoir être autonome en biomasse. Merci, la Guadeloupe ou la Martinique. Merci de cette réponse. Il est 20h du coup, je vais donner la parole pour la dernière question, ce qui appellera une dernière réponse ainsi que le mot de la fin pour vous deux. À vous de jouer. Merci. Bonsoir. Tout à l'heure, je ne me suis pas présenté, je suis Louis Lemaître en première année d'ILERI. Je voulais vous demander, par rapport aux îles de la France d'outre-mer, ne serait-il pas judicieux de pousser l'autonomie de ces îles énergétiquement, comme vous l'avez évoqué, mais aussi socialement, enfin économiquement, dans le sens où relocaliser la production, enfin des ressources jusqu'à la production, et, enfin jusqu'à la vente, dans le sens de briser cette dépendance un petit peu des entreprises externes, continentales notamment, et qui est en grande partie d'ailleurs la cause de la vie, des prix des produits assez chers dans les Outre-mer, notamment avec de la Réunion, et de valoriser l'emploi sur les îles. Donc est-ce qu'on peut avoir une transition énergétique qui s'accompagne d'une autonomie réelle énergétique? Si je résume la question. Alors écoutez, ça a des objectifs qu'on poursuit, mais il faut être assez franc. Autant la décarbonation du mix et l'autonomie par rapport aux énergies fossiles, c'est quelque chose qu'on va être capable d'atteindre. Autant l'autonomie de ce que vous citez, c'est-à-dire de tout produire en local pour tout brûler, aujourd'hui on n'a pas la ressource. Il y a trop de consommation aujourd'hui pour faire face. Vous pouvez pas, enfin si vous voulez, aujourd'hui par exemple vous faites une usine centrale de biomasse à La Réunion, les projets bagasse-charbon, j'imagine que vous êtes de La Réunion, les unités bagasse-charbon, si vous remplacez le charbon, il n'y a pas la ressource en biomasse, en local, pour pouvoir brûler, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas le foncier. Donc derrière, on n'arrivera pas à faire autrement. On pourra en développer si vous voulez, mais on n'aura pas de, ce sera pas on ne pourra pas tout produire en local. Par contre, il y a des sujets alternatifs, c'est-à-dire par exemple ce que je citais tout à l'heure, les déchets. Il y a possibilité de valoriser. Aujourd'hui, on sait pas quoi, on est très embêté dans ces territoires avec les déchets. Les décharges sont plus ou moins pleines. Il n'y a pas d'unité de valorisation. Or, on a des solutions techniques qui permettraient de les valoriser. Ça permettrait à la fois de gérer la problématique déchets et ça permettrait de produire de l'énergie en local. Et là aussi, quand vous valorisez vos déchets en local, c'est des emplois. Très court. Oui, simplement, c'était aussi limiter les transports de l'île au continent avec tout le commerce qui s'y fait. Et également, je sais plus ce que je voulais dire. Merci. Mais du coup, la question des déchets, typiquement, il faut aller voir les plus petits territoires. Allez voir Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a réussi à développer une capacité de gestion des déchets qui est hors pair dans les Outre-mer et qui a gagné deux années de suite le prix des écomères, justement pour ça. Donc allez voir les plus petits territoires, même ceux de 6000 habitants, vous y trouverez des vrais succès. Hervé Dejean, l'avait-il le mot de la fin? Vous n'avez pas répondu à la question, donc du coup, mot de la fin? Je crois qu'il y a beaucoup de chantiers spécifiques aux Outre-mer. L'une des réponses, c'est évidemment dans une autonomie plus grande et une intégration régionale plus grande. Vous avez aussi des problématiques importantes dans les Outre-mer qui sont en termes de concurrence accrue. Il y a encore, dans un certain nombre de cas, une concurrence économique qui joue insuffisamment et qui est un facteur de vie chère. Et donc, il y a aussi là un chantier qui n'est pas énergétique, mais qui a aussi son importance. Donc, moi, je voudrais simplement terminer sur une note, malgré tout, d'optimisme. Dire que les îles, qu'elles soient îles d'outre-mer françaises ou européennes, ou aujourd'hui pays indépendants, sont confrontées à des défis spécifiques qui sont importants, mais je crois que globalement, elles sont aujourd'hui toutes ou quasiment toutes très engagées, et avec cet engagement et avec une aide convenable, je pense qu'elles peuvent y arriver, et que les défis, même bien réels qui se posent à elles, les défis spécifiques qui se posent à elles, ne doivent pas et ne les arrêteront pas. Merci beaucoup pour ce mot de la fin.